Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire francophone international Mobiliser la science pour accélérer l'action climatique, 10 nouvelles perspectives en sciences du climat. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, d'où que vous soyez dans le monde, pour cet événement qui se veut à la fois scientifique, mais aussi tourné vers la science et l'action. Ce webinaire est enregistré à des fins de diffusion et de valorisation de contenu, notamment auprès de nos communautés et webinaires. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord reconnaître que nous, organisateurs du webinaire, sommes situés à Montréal, un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tokate, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autonome, autochtone, diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, au cœur de ce webinaire se trouve une conviction forte. La science est essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement de produire des connaissances robustes, mais aussi de comprendre comment ces connaissances peuvent être mobilisées, traduites et transformées en actions concrètes capables d'accélérer la réponse climatique qui est essentielle. Autrement dit, quels sont les leviers, qu'ils soient politiques, institutionnels, sociaux, économiques ou encore communautaires, qui permettent à la science de sortir de la sphère académique pour influencer les prises de décision, les pratiques sociales et les narratives globales. En novembre dernier, le tout dernier rapport d'I Nouvelles Perspectives en sciences du climat 2025-2026 a été publié et ce rapport met en lumière 10 enjeux scientifiques climatiques majeurs qui marquent l'année. Depuis maintenant 3 ans, à Future Earth Canada, nous traduisons ce rapport en français pour les communautés francophones du monde, espérant ainsi le rendre davantage accessible à la science au public, pardon. Nous accompagnons annuellement aussi cette traduction d'un événement qui, pour la première fois cette année, est international. Nos panélistes, issus de différents pays francophones, partageront leur lecture de ces perspectives avant de nous présenter des exemples concrets d'actions, de projets et de bonnes pratiques où la science a été mobilisée avec succès vers des stratégies climatiques concrètes. Finalement, cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien précieux de nos partenaires, que je tiens donc à remercier chaleureusement. Donc, merci au Réseau francophone international en conseil scientifique, le RFIX, qui est co-organisateur de l'événement aux côtés de Future Earth Canada et Durabilité à l'ère numérique. Merci aussi au RIFS-IPO, le Regional Information for Societies International Project Office, une initiative du World Climate Research Programme, pour leurs contributions précieuses et notamment dans la traduction du rapport en français. Et finalement, merci à l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, pour leur soutien dans cet événement. Alors, depuis là tantôt, nous parlons de ce fameux rapport, mais de quoi s'agit-il exactement? Quelles sont ces 10 perspectives et pourquoi sont-elles si importantes et déterminantes pour l'action climatique à venir? Pour répondre à ces questions et présenter le rapport brièvement, j'ai le grand plaisir de céder la parole à Naomi Guldenson, qui est directrice du RIFS IPO. Naomi, la parole est à vous si vous êtes parmi nous. Ah oui, merci. Merci à tous et à toutes. Je vais expliquer un petit peu comment ce rapport est fait chaque année. Euh, c'est le résultat de grands efforts de plusieurs gens. Il commence déjà pour la prochaine année. Donc, chaque année, en janvier, déjà, il est lancé la sollicitation des idées pour les possibles nouvelles perspectives pour l'année. Ils sont déjà en train de chercher ces idées-là. Il y a un comité d'experts euh, déjà sélectionné qui va sélectionner qu'est-ce qui serait les 10 perspectives nouvelles. Et après ça, il y a tout un groupe d'experts pour chacun de les perspectives qui va travailler en écrivant un article académique au début. Donc, c'est quelque chose qui commence déjà dans l'année. Ils ont la première version déjà en avril de cette version scientifique, académique pour, comme un journal
pour publier. Et ça se fait chaque année. Et un peu plus tard, il commence avec le rapport. Elle dit l'idée avec le rapport et qu'elle est plus pour les gens de politique, les gens qui participent dans le COP euh, et le public en général. Donc, le rapport, c'est qu'on a fait traduire en français, c'est plus pour ces sortes de public. Il est en général lancé en octobre en anglais et avant le COP, qui est normalement en novembre. Après ça, il est traduit dans des autres langues, le français parmi eux. Et ça, c'est comme il marche en général. Maintenant, je pense que je vais juste partager qu'est-ce qui sont les 10 perspectives de cette année. Et je vais juste les lire. Donc, le premier. Des incertitudes et des questions persistent malgré les données probant sur les années 2023-2024, les plus chaudes jamais enregistrées. Donc ça, c'est la première perspective de l'année. Le réchauffement de la surface de la mer s'accélère et les vagues de chaleur marine s'intensifient. Le puits de carbone terrestre mondial est mis à rude épreuve. Les changements climatiques et la perte de biodiversité s'amplifient mutuellement. Les changements climatiques accélèrent l'épuisement des eaux souterraines. On observe et prévoit une hausse de la dengue en raison du climat. La perte de productivité de la main-d'œuvre et de revenus est liée au changement climatique. Une intensification sûre de l'élimination du dioxyde de carbone est nécessaire pour lutter contre les émissions difficiles à réduire et le risque climatique. Les marchés de crédit carbone présentent des enjeux d'intégrité et des réponses commencent à émerger. Et finalement, les combinaisons de politiques sont plus efficaces que les mesures isolées pour faire progresser la réduction des émissions. Donc, le voilà, je passe la parole de nouveau à Audley. Merci beaucoup, Naomi. Donc là, vous avez eu un aperçu des 10 perspectives qui sont ressorties du rapport de cette année. Chaque année, c'est d'autres perspectives qui sont mises en valeur, mais ça, c'est les perspectives du coup des années 2025-2026. Donc merci beaucoup, Naomi, pour cette vue d'ensemble. Dans un instant, on va commencer le panel. Alors aujourd'hui, notre modératrice n'est autre que Nathalie de Marcelli-Soirin. Nathalie est présidente directrice générale du Centre universitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, et elle est professeure titulaire au département de mathématiques et génie industriel à Polytechnique Montréal. Nathalie est également cofondatrice et co-responsable de l'axe communauté de pratique du réseau francophone international en conseil scientifique, le RFIX, et a été très impliquée aussi dans la création du réseau RISC avec notamment Philippe Gachon, qui est un de nos panélistes aujourd'hui. Spécialiste de la gestion des risques et de la prise de décision dans différents contextes de risques et d'incertitudes, ainsi que des politiques publiques mises en place, Nathalie conseille les gouvernements et les décideurs publics sur les grands enjeux de société. Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je te cède maintenant la parole. Merci Odile pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire en fait sur les enjeux autour du climat et le conseil scientifique. Moi, je suis vraiment ravie évidemment d'animer ce webinaire, d'abord parce que on va parler de la science en français. On est dans la francophonie, on amène un sujet autour de l'actualité des enjeux climat.
On l'a dit, en fait, on a besoin évidemment de science pour pouvoir supporter et aider la prise de décision publique au niveau de nos politiques, des politiques publiques, du grand public et des experts, des échanges. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Ravie d'avoir pu justement parcourir ce rapport qui est publié il y a quelques jours, en fait, en français, pour lequel vous avez eu le lien dans l'annonce. Alors, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, on va faire une discussion en deux temps. Dans un premier temps, on va évidemment explorer, on a eu la présentation par Naomi des 10 grandes perspectives qui ont été mises en évidence, en fait, à partir des données probantes, à partir de la science et des données scientifiques qui ont été publiées récemment. Donc, on va reprendre, en fait, les différentes perspectives scientifiques qui ont été présentées par ce rapport avec l'éclairage de 4 de nos experts qui participent à ce panel. Et puis après, en fait, on regardera aussi les implications locales. Vous avez vu, nos panélistes viennent de 4 endroits du monde, en fait, donc dans la francophonie, donc évidemment des perspectives qui peuvent être complémentaires ou justement avec des spécificités régionales ou locales ou du pays dans lequel on va parler de ces enjeux-là. Et dans une deuxième partie, on va vraiment vouloir parler du conseil scientifique, comment justement, quand on a des données, des résultats probants, on veut les transférer. En fait, on veut s'assurer qu'ils rejoignent évidemment nos politiques ou en tout cas nos décideurs publics. Et on va essayer de voir comment on peut le faire. Donc, on est vraiment dans une volonté de discuter de ces enjeux-là, mais aussi de pouvoir voir comment on peut transférer cette connaissance scientifique au service de la décision publique. Alors, j'ai 4 personnes avec nous aujourd'hui. En fait, je pense qu'ils vont être affichés sur notre écran avec une épingle, mais je vais vous les présenter chacun. Donc, on a Philippe Gachon. On parlait évidemment, moi, j'ai collaboré avec Philippe, mais professeur en hydroclimatologie à l'Université du Québec à Montréal. Philippe Gachon est spécialiste des phénomènes climatiques extrêmes et des risques hydrométéorologiques. Il codirige le réseau inondation intersectoriel du Québec, le RISC, qui rassemble près de 200 chercheurs à travers la province et travaille sur la modélisation du climat régional et les impacts du climat sur les sociétés et les écosystèmes naturels et humains, incluant les maladies vectorielles. Nous avons aussi Moussa Diakhaté, qui est climatologue spécialisé dans les extrêmes climatiques en Afrique de l'Ouest. Moussa Diakhaté travaille à l'interface entre science et décision pour renforcer l'adaptation et la réduction des risques. Engagé sur les enjeux de gouvernance et de droits humains, il est également commissaire de l'IDEA, Infinity Africa Circle, une initiative panafricaine pour le développement durable. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Ignacio Palomo, qui est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, à l'Université de Grenoble-Alpes. Ignacio Palomo étudie les relations entre société humaine et nature, en particulier dans les écosystèmes de montagne. Auteur principal pour l'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, le IPBES, et membre de la Global Young Academy, aussi l'auteur d'un ouvrage, Les Voies des glaciers, ouvrage publié par l'UNESCO et l'IRD. Et enfin, nous avons Cécile Bull avec nous, qui est professeure en stratégie de développement durable à l'ESG UQAM, l'École des sciences de la gestion. Cécile est co-directrice du Consortium international sur l'analyse de cycle de vie et la transition durable, du CIREG, qui est le Centre international de référence sur l'analyse de cycle de vie et de la transition durable. Cécile Bull a co-dirigé le volet québécois du projet Coast to Coast, un projet pan-canadien qui a été consacré au développement d'approches intégrées pour le suivi et la préservation des zones côtières et maritimes, qui a pris fin en 2025. Donc, vous voyez, on a une belle représentativité, évidemment, d'experts ici, qui représentent certaines des grandes perspectives. On ne pouvait pas toutes les couvrir, on va voir, mais dans les discussions, on va pouvoir échanger. Je suis moi-même experte dans les enjeux de productivité, impact économique, donc je pourrais intervenir s'il y a des questions aussi sur ces perspectives-là qui sont mises en avant. Donc, on va commencer avec notre première partie, en fait, de panel, où justement, je vais demander à chacun de nos experts d'intervenir, en fait, justement pour poser un peu ce diagnostic à la lumière, évidemment, de leurs connaissances, de leur façon d'interpréter les résultats que nous trouvons dans le rapport et surtout de l'ancrer un petit peu régionalement par rapport à ces 10 perspectives. Alors, l'idée, c'est justement que chacun intervienne, on a des questions, des échanges. Si au fur et à mesure, il y a des questions qui vous viennent dans l'auditoire, là, n'hésitez pas à les écrire dans la partie discussion. On va pouvoir les modérer dans une deuxième partie. Alors, je vais commencer en fait avec Philippe Gachon. Philippe, est-ce que tu es avec nous là? Je ne vois pas tout le monde en fait, donc je voudrais juste être sûre que Philippe est là. Je suis là. Merci Philippe en fait de ta présence. Donc là, ce qu'on voit,
Dans le rapport, tu sais, puis on en a parlé, c'est le premier élément, puis on le sait en science, l'incertitude, hein, les éléments qui arrivent, ce sont des éléments importants. On voit que les années 2023-2024 ont été marquées par des températures records. Évidemment, avec des événements climatiques majeurs, on a des vagues de chaleur, des feux de forêt, des inondations, avec des effets parfois un petit peu en cascade. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est quoi les principaux facteurs qui sont identifiés en fait pour expliquer cette intensification des événements extrêmes tels qu'on les a identifiés? Alors, bonjour tout le monde. Je vais répondre en commençant par dire, tu viens de le mentionner, Thalie, bon, 2024 a été d'ailleurs l'année la plus chaude jamais observée depuis, je dirais, le début des relevés météorologiques, mais depuis la période de référence 1850-1900. On l'a dépassé sur 1,5 degré qu'on s'était fixé à Paris pour juste une année pour l'instant, mais c'est inquiétant parce que 2024 est l'année la plus chaude, 2023 est la deuxième année la plus chaude et on vient de terminer 2025 qui est la troisième année la plus chaude. Alors, dans le contexte de ce réchauffement-là, qu'est-ce que ça a impliqué d'ailleurs? Juste pour préciser que au Canada, nous avons battu, 2023 a été l'année la plus chaude à travers le pays et ça va m'amener à la réponse à la question, le lien avec les événements extrêmes. Ben, on a vu en 2023, juste pour prendre l'exemple, les feux de forêt de grande envergure de plus de 18 millions d'hectares de forêts qui ont brûlé, 4,5 millions d'hectares qui ont brûlé ici au Québec. Ça a été les feux historiques les plus importants jamais observés depuis plus de 200 ans ici avec les données qu'on a palées. Donc des feux de forêt qui ont été d'ailleurs le résultat à la fois de la chaleur, mais aussi de la combinaison de facteurs comme la sécheresse, notamment à travers le pays et surtout en particulier ici dans l'Est du Canada. Donc vraiment des phénomènes qui s'intensifient en termes de vagues de chaleur. On a parlé évidemment dans le rapport aussi des intensifications des vagues de chaleur océaniques, mais évidemment aussi sur le continent. On a vu aussi cette année-là, et ces années-là ont été marquées aussi par la fois des excès des pénuries d'eau. Donc, des excès de précipitations, une atmosphère plus chaude contient plus d'humidité qui se transforme aussi dans des intensités de précipitations extrêmes. On se rappellera tous, pour prendre l'exemple de 2023, Baie-Saint-Paul, pardon, qui a été affecté par 2 inondations en l'espace d'à peine 6 mois, qui ont été vraiment majeures, qui ont détruit plusieurs routes et endommagé énormément de bâtiments. 2024, pour prendre l'exemple de 2024, on a eu des records de précipitations ici à Montréal, qui en a fait d'ailleurs la tempête débile, l'événement le plus coûteux jamais observé de l'histoire du Québec, qui a dépassé d'ailleurs en termes de coût économique de biens assurés la tempête de verglas de janvier 1998. Donc vraiment un enjeu majeur de 2,7 milliards de dollars de biens assurés. Ça a été vraiment un événement majeur avec des précipitations extrêmes. On voit évidemment donc une augmentation, comme je viens de le dire, des inondations. Donc ce sont dans un contexte de réchauffement qui s'amplifie, des événements qui sont de plus en plus à la fois importants en termes d'intensité et aussi de fréquence, mais de conséquences qui sont de plus en plus dommageables. Quand on t'entend, en fait, et qu'on dit le plus historique, jamais observé, là, c'est comme, c'est le plus coûteux. Et là, tu nous as donné des exemples, évidemment, au niveau du Québec, en fait, les exemples que vous étudiez, qu'on regarde avec le réseau risque. Mais c'est sûr qu'on le voit, hein, il y a d'autres régions du monde où on voit la même chose. La question qu'on se pose, en fait, il y a des données, on a des données scientifiques, mais c'est quoi les questions scientifiques qui restent ouvertes pour lesquelles il y a encore de l'incertitude ou pour lesquelles ben, quand on essaie de comprendre, en fait, à la fois dans l'augmentation, dans l'ampleur de ces événements, c'est quoi les éléments, en fait, finalement, qui restent ouverts? Au Canada, tu l'as dit, il y a peut-être des choses qui nous apparaissent nouvelles, mais même au-delà, là, s'il y a des éléments de réponse que tu pourrais apporter. Alors, quelques éléments, mais tu viens de le mentionner, c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Ces événements-là aussi ont marqué ces dernières années un peu partout à travers le monde. Les phénomènes dont je viens de mentionner ont été aussi enregistrés un peu partout sur la planète. Alors, quelques incertitudes qui persistent, donc, par exemple pour les risques de feu, comment justement augmenter la prévisibilité des risques de feu très tôt en saison pour permettre justement une meilleure intervention de préparation. On sait que l'océan qui se réchauffe, d'ailleurs, c'est évidemment très important dans le rapport, euh, affecte une partie des caractéristiques des systèmes de persistance qui, par exemple, peuvent être à l'origine de phénomènes de blocage et de persistance d'anomalies chaudes, donc et sèches, et qui sont responsables de justement ces risques de feu. Donc ça, c'est une prévisibilité qu'on doit augmenter
à toutes les échelles, en particulier ici sur le Canada. Je travaille d'ailleurs avec le Service canadien des forêts sur ces enjeux-là. Les inondations, on doit améliorer notre capacité, en particulier, c'est vrai ici au Canada, mais c'est vrai dans beaucoup de régions du monde, les inondations de grande ampleur, en particulier inondations printanières qui durent très longtemps ici, qui sont vraiment à l'origine de modification du régime de précipitation, oui, mais de température. Un dégel très hâtif avec des précipitations extrêmes sur un manteau de neige, c'est extrêmement dommageable. Et ce sont des phénomènes complexes qu'il est important de continuer, sur lesquels on doit absolument travailler. Les pluies diluviennes qui ont vraiment été quelque chose qu'on avait observé un peu partout à travers le monde, ce sont des phénomènes, souvent les précipitations de forte intensité, de courte durée, ce sont les phénomènes reliés à ce qu'on appelle les cellules orageuses, le système convectif à mésoéchelle. Et ça prend des outils, des modèles à très haute résolution pour être capable de résoudre ces cellules orageuses. Donc, ça nous prend des outils. Oui, on développe ici au Canada comme ailleurs ces outils-là, mais on a besoin de continuer à développer ces outils-là pour améliorer justement cette capacité à bien produire ces événements-là, mais aussi à bien les anticiper. Et ça, c'est important. Et puis, je terminerai aussi pour dire, et ça affecte, on en parlera certainement avec mes collègues tout à l'heure, les effets dominos. Euh, Ouais. la volatilité aussi de ce qu'on appelle le cycle hydrologique, avec les alternances sécheresse, inondations, sont particulièrement, on va dire, problématiques à travers la planète. Et ce sont des phénomènes, cette volatilité qu'on a besoin de mieux comprendre, de mieux représenter, de mieux anticiper, et cette prévisibilité aussi, surtout à l'échelle, on va dire, saisonnière ou intra-annuelle, d'améliorer notre capacité justement sur ces enjeux d'effets dominos reliés à la volatilité du régime hydrologique. Donc voilà pour les éléments les plus importants. On terminera évidemment les points de bascule, mais ça, on va certainement en parler à la fin. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des choses qui vont se regrouper en fait avec les différents experts, mais encore une fois, on voit bien l'ampleur de la science, mais de continuer la recherche et développer des outils de connaissance, là, c'est vraiment important. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Moussa Diakhaté. Moussa, Philippe vient d'un petit peu en parler. Là, évidemment, il y a des effets dominos, il y a des effets corrélation. On parle de réchauffement des océans, puis on le voit que ça a un impact dans la dynamique climatique globale, en fait. Puis c'est sûr, ces alternances, là, si on parle de feu, on parle d'inondation, on parle de phénomènes qui, en tout cas, on ne les voit pas comme ça. Est-ce que sur le continent africain notamment, puis en Afrique de l'Ouest, vous êtes un spécialiste du Sahel, comment les interactions océan-atmosphère, ça influence les précipitations extrêmes sur le plan des données scientifiques ou des données probantes que vous observez? Merci beaucoup, Nathalie. Donc déjà, je vous remercie d'avoir m'invité à ce panel. Et effectivement, les interactions océan-atmosphère sont très déterminantes pour la dynamique de la mousson. Alors, il faut rappeler que si nous prenons le cas, par exemple, du Sahel, nous avons en fait une saison qui dure 3 mois. Donc, voilà, donc c'est à partir de juillet jusqu'au mois de septembre. Alors, donc, et l'agriculture dans ces pays-là, bon, je prends le cas du Sénégal, donc l'agriculture est à 90% pluviale. Et c'est ce secteur-là comment dirais-je, qui emploie 60% en fait de la population. Donc, vous voyez que c'est très important. Donc, les précipitations et, par exemple, l'économie. Alors, on voit que, par exemple, si nous prenons en fait la dynamique de la mousson, donc à plusieurs échelles, donc elle est en fait contrôlée par les interactions océan-atmosphère. Donc, on peut parler, par exemple, de l'échelle saisonnier. Donc, j'ai parlé du cycle. Mais on a en fait le fameux mode interhémisphérique, donc qui est le contraste thermique entre l'océan tropical nord et l'océan tropical sud, et ça qui détermine un peu en fait l'extension au nord, par exemple, de la ZCIT. Donc, à l'échelle interannuelle aussi, donc on a aussi des résultats montrent que, par exemple, si nous prenons le Pacifique, donc le phénomène ENSO, donc module un peu la variabilité des précipitations et aussi des extrêmes, parce que ça a été prouvé récemment. Et si nous prenons aussi l'échelle décennale, c'est pareil. Donc, nous avons, par exemple, l'AMV, le mode atlantique multidécennal, donc qui aussi, par exemple, consiste à un réchauffement ou un refroidissement, en fait, de façon très basse fréquence de l'Atlantique Nord, qui aussi contribue à moduler, en fait, la précipitation et les extrêmes de précipitation dans cette, comment dirais-je, au niveau du Sahel. Donc, en fait, le couplage ou bien les interactions, l'influence de ces interactions sur l'océan, sur les précipitations, c'est à la fois aussi une bonne nouvelle parce qu'on sait que l'océan a une inertie un peu lente
Et donc, ça permet d'offrir un peu de la prédictabilité et ça OK. permet aussi de voilà, mettre en place des systèmes d'alerte. Voilà, donc pour pouvoir, par exemple, donc c'est à la fois aussi, c'est quelque chose de très important de comprendre ces mécanismes parce que ça va nous permettre de corriger ou de mettre en place des systèmes, en tout cas de prévision beaucoup plus fiables. Donc, Voilà. on voit là l'aspect données, prévision, là, en fait, modélisation, très, très important, Et- évidemment. L'objectif, c'est de fournir justement ce type de méthode-là. Vous avez parlé des impacts économiques, en tout cas les emplois. Donc, on le voit, hein, le climat est très, très relié à l'activité économique d'une région. Un élément qu'on se pose beaucoup aussi comme question, c'est par exemple le lien avec l'impact sanitaire, notamment sur les maladies, la saisonnalité des maladies à transmission vectorielle, notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que là, il y a des éléments, en fait, des données probantes, en fait, qui peuvent être partagées? Effectivement, donc il a été aussi montré que en fait le changement climatique de façon générale modifie en fait ou bien influence la dynamique des maladies vectorielles de façon générale. Donc parce que ça en fait impacte la biologie des vecteurs et ça peut aussi comment dirais-je, ça peut aussi en fait favoriser ou bien en fait conditionner en fait mettre en place des conditions environnementales favorables à la prolifération de ces vecteurs-là. Donc si nous prenons par exemple le cas de la dengue au Sénégal, donc bon, on a la saison de la transmission à la fin de la saison des pluies, donc septembre, novembre, c'est la saison de la transmission. Mais en fait, il a été prouvé que le réchauffement en fait des températures en fait, euh, ce réchauffement-là, comment dirais-je, accélère le cycle de vie en fait des moustiques Aedes qui sont responsables en fait de la dengue. On voit, il a été aussi montré dans certains papiers que le réchauffement aussi climatique ou l'augmentation des températures raccourcit un peu l'incubation, la durée d'incubation du virus. Donc ça aussi, c'est des éléments en fait qui augmentent le potentiel de transmission. Et on sait aussi que, donc j'ai vu une question tout à l'heure sur les extrêmes. Si nous prenons le cas du Sahel-Ouest comme le Sénégal, dans le changement climatique, la répercussion en termes de pluie, c'est qu'il y aura une sécheresse, mais il y aura aussi une augmentation des extrêmes. Donc, le fait d'avoir des pluies intenses, mais qui sont pas régulières aussi, parfois aussi, ça peut créer des larvaires et surtout dans certains contextes urbains où avec la croissance, les températures qui augmentent. Donc, ça peut vraiment être un défi, surtout dans les grandes villes ouest-africaines. Merci beaucoup pour ces informations précises là sur certains aspects. Puis on voit vraiment l'aspect régional, en fait, des phénomènes qu'on ne voit pas partout, mais là, on voit qu'il y a des changements majeurs, en fait, à considérer lorsqu'on va parler notamment de politique publique et de politique sanitaire. Alors, Cécile Bull, maintenant, je vais m'adresser à vous, en fait, justement. Donc, vos travaux portent beaucoup sur l'analyse de cycle de vie, mais vous avez des expertises sur le domaine de l'eau et de l'environnement. Donc, moi, j'aimerais un petit peu, justement, cet impact du changement climatique sur les zones marines, les zones côtières, même sur les eaux souterraines, là. Qu'est-ce qu'on peut en dire ou quelles sont les données aujourd'hui, les données scientifiques probantes qui peuvent être amenées dans le discours politique? Oui. Ben, en fait, c'est certain que quand on fait justement de l'analyse de cycle de vie, on essaye de comprendre les conséquences des impacts environnementaux sur la santé humaine, sur la qualité des écosystèmes, et on fait de la modélisation comme ça des chaînes de cause à effet. Et on regarde les impacts dans de différents endroits, notamment les zones côtières, les zones marines, les écosystèmes marins. Euh, Quand on regarde les écosystèmes marins, il y a des impacts directs. La température elle-même, chaque espèce a sa température niche à laquelle elle est confortable, dans laquelle elle est capable de vivre. Si on change cette température-là, bah, ça débalance complètement le système, c'est-à-dire que certaines espèces ne pourront plus vivre là où elles vivaient, d'autres vont arriver qui n'étaient pas les espèces qui étaient là avant, donc on va avoir des invasions d'espèces dans des nouvelles régions. On peut penser aussi de façon plus indirecte, le fait d'augmenter la température, ça fait augmenter le volume des océans, donc ça fait monter le niveau des mers. Donc des écosystèmes qui étaient avant terrestres deviennent des écosystèmes inondés, donc on est en train de changer complètement aussi donc on a des pertes d'écosystèmes à ce niveau-là. On peut penser à l'acidification des océans.
Donc la composition de l'atmosphère, le fait qu'on ait plus de CO2 dans l'atmosphère, on va avoir une partie de ce CO2 qui va se retrouver dans les océans, dissous dans les océans, qui va modifier le pH. Et ça, il y a toutes sortes d'espèces qui sont très sensibles à ça parce qu'elles ont besoin de carbonate pour fabriquer leur squelette ou leur coquille. On peut penser aux coraux, aux coquillages et ainsi de suite. Donc, ils vont être affectés de façon indirecte par les conséquences des émissions de CO2. Donc, on voit qu'on a toutes sortes de mécanismes comme ça qui vont affecter notamment les écosystèmes marins et qui vont perturber complètement ces écosystèmes. Donc on va avoir des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont aller envahir ailleurs. Et puis au-delà de ça, ben, on a vraiment toutes sortes de conséquences, pas seulement au niveau des écosystèmes marins, mais de l'ensemble. On voit qu'on modifie, on perturbe tous les systèmes hydriques. Je sais que l'un des enjeux qu'on mettait en lumière, c'était la question de la recharge des nappes souterraines, par exemple. Donc, je pense que Philippe est bien plus à même de parler de ce genre de choses que moi, mais on est en train de perturber un système qui était à l'équilibre et de faire en sorte qu'on va avoir justement moins de recharge des nappes, on va avoir moins d'accès à de l'eau salubre. J'en parlerai un petit peu plus tard, par exemple, parce que l'accès à l'eau de bonne qualité va être affecté. Et quand on va faire l'analyse de cycle de vie, on va essayer d'intégrer tout ça dans des indicateurs qui vont permettre de mettre en perspective à quel point ces conséquences-là sont graves, sur les dommages qu'on va avoir sur les écosystèmes, les conséquences qu'on va avoir sur la santé humaine, par rapport à d'autres catégories d'impact, parce qu'il n'y a pas que le changement climatique. On parlait de l'impact de l'utilisation de l'eau, par exemple. Est-ce que si je résous un problème climatique en mettant en place des mesures, je ne vais pas déplacer l'impact ailleurs en créant des conséquences dues à la pollution, dues à l'utilisation de l'eau, Non, et c'est ainsi de suite. Donc, exactement la question que j'allais vous poser, en fait, cet effet de cascade, parce que si on en parle, on voit, et là, ce qui est dans vos discours, en fait, c'est justement cet effet de cascade, le lien par rapport à ça. Puis, l'eau potable, j'allais en venir à ce sujet-là, justement, l'impact sanitaire en lien avec l'eau potable, et on le voit, ça disparaît partout, puis il y a des impacts majeurs qui pourraient apparaître. Tout à fait. Ben, c'est-à-dire que là, on a parlé des chaînes de cause à effet jusqu'aux écosystèmes marins, mais on peut regarder la santé humaine. Quand on veut protéger l'environnement, ce qu'on veut protéger en général, c'est plutôt la vie plus qu'autre chose. C'est la valeur intrinsèque de la vie, donc la vie des écosystèmes, la santé humaine. Puis si on regarde toutes les conséquences justement du changement climatique sur notre santé humaine, ben, ça va être via des voies directes. Les épisodes de chaleur extrême, on les voit, ont des conséquences sur la santé de façon tout à fait directe. Mais là aussi, on a toutes sortes d'effets dominos vers d'autres voies qui vont affecter les humains. Par exemple, on a parlé de la dengue, on pourrait penser à la malaria. En fait, on affecte des espèces qui sont des vecteurs de maladies qui affectent la santé humaine. Mais également, on peut penser à l'accès à l'eau potable, donc à de l'eau salubre, qui va avoir toutes sortes. Le manque d'accès à cette eau salubre va avoir des conséquences importantes sur la santé humaine. Des épisodes climatiques extrêmes aussi vont avoir des effets sur la santé humaine. Donc, on voit comme ça qu'on a toutes sortes de chaînes de cause à effet, d'effets dominos qui vont amener à des conséquences qui vont affecter les humains. Et ben, c'est certain qu'on pourrait regarder aussi la valeur intrinsèque de ces services que nous rendent les écosystèmes pour maintenir la vie, mais aussi l'ensemble de notre société est basé sur toutes ces choses-là. Donc, on a des conséquences sur le bien-être humain au-delà des conséquences directes sur la santé. Voilà. Merci beaucoup. C'est un éclairage sur un autre aspect en fait de ce rapport et des travaux qui ont été présentés. Donc maintenant, Ignacio, en fait, la question, on vient de le voir un petit peu, on commence à parler de lien entre changement climatique et perte de biodiversité en fait. Pourquoi il est essentiel de prendre ça? Parce que souvent on dit, oh, c'est des enjeux du climat, puis il y a d'autres personnes maintenant qui nous parlent de biodiversité, mais il y a un lien très très fort et c'est peut-être le moment d'en parler en même temps et que les équipes en fait se mettent ensemble en fait pour discuter de ça. Est-ce qu'il y a des éclairages que vous pouvez nous apporter par rapport à ça? Oui, effectivement. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. En fait, la crise climatique et la crise de biodiversité, ils sont des causes différentes, mais ils sont des causes communes aussi. Par exemple, le changement d'usage des sols, c'est la cause principale de perte de biodiversité. Et elle cause aussi autour de 20% des émissions de gaz d'effet de serre. Après, les lieux qui sont riches en biodiversité, comme les forêts tropicaux par exemple, ils sont riches en carbone aussi. Et finalement, il y a des solutions, comme solutions fondées sur la nature, qui sont positives pour la biodiversité, mais aussi pour le climat. On peut par exemple penser à l'agroforesterie, qui est positive pour augmenter la biodiversité, mais elle est aussi positive pour mitiguer les changements climatiques et pour s'adapter aux changements climatiques, par exemple à la sécheresse, par exemple, ou les risques d'inondation. Donc, il y a des causes communes, des solutions communes,
et parfois sur le même territoire. Donc, c'est tout à fait clair qu'il faut les traiter ensemble. Pardon. Justement, vous montrez en fait qu'il y a des approches combinées. Là, il y a des travaux qui amènent ça, c'est-à-dire que on le dit, mais c'est quoi les approches en fait? Est-ce qu'il y en a déjà qui existent, qui intègrent ces deux volets-là? Est-ce que c'est clair les liens, même si on le comprend là, ça a l'air comme évident à travers ce que vous avez dit, mais est-ce que scientifiquement, on peut le dire en disant là, il y a urgence parce que justement, comme vous l'avez dit, selon les effets, les GES ou l'augmentation, ça a un impact directement sur la biodiversité? Oui, effectivement, il y a des approches communes comme les solutions fondées sur la nature que je viens d'évoquer. Et, il faut penser qu'on traite avec ce qu'on appelle en anglais les wicked problems. C'est des problèmes qui ne sont pas juste une seule cause, il y a plusieurs Mhm. causes. C'est des causes interdépendantes. C'est suivant à des problèmes qui intègrent des groupes d'acteurs différents, avec des valeurs différentes et avec des interactions entre échelles. Donc, ça donne déjà des indices qu'on ne pourra pas trouver juste une seule solution, une silver bullet, mais Mhm. par contre, on a besoin de solutions différentes à plusieurs échelles, des solutions législatives, des solutions économiques, comme un prix pour le carbone, ou des incentives économiques, des Mhm. solutions plutôt dans l'éducation environnementale ou dans la coproduction de connaissances. Donc, il faut vraiment un panel de solutions différentes sur plusieurs échelles pour répondre à cette crise interdépendante qu'on a aujourd'hui. Ben, ce qu'on voit, puis vous l'avez évoqué chacun en parlant évidemment de différents impacts et puis cet effet domino, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit à travers. C'est sûr que l'ampleur des impacts n'est peut-être pas le même selon la région dans laquelle on se trouve, selon le contexte. Mais ce que je vois évidemment, c'est une approche qui est multi aussi disciplinaire, hein, parce que on le voit, on parle d'enjeux climatiques, biodiversité, on a la santé, on a le sanitaire, on a des effets très spécifiques pour les eaux souterraines et tout ça. Donc on le voit qu'on a besoin dans cette science du climat qu'on met en avant, puis à travers, si vous voyez finalement les experts qui ont participé à la rédaction de ce rapport-là et des perspectives, ben on voit la diversité, puis vous êtes une belle représentativité de cette diversité. Puis c'est sûr qu'on on en arrive à un impact économique et on l'a vu tout à l'heure, Philippe parlait, c'est le plus coûteux. Les assureurs aussi, il y a d'autres acteurs économiques en fait qui lèvent le drapeau et qui voient que les systèmes s'effondrent ou que certains pays ne sont pas capables. Et évidemment, je pense que l'enjeu majeur, puis on en arrivera, puis ça pourrait faire l'objet évidemment d'un séminaire à lui seul, c'est l'eau, hein, l'eau potable et l'enjeu qu'on peut avoir en fait, qui, quelles que soient les régions du monde, ça va être vraiment important. Donc, ben, merci beaucoup déjà pour ce premier tour de table. Ça nous a permis un petit peu d'illustrer certaines des perspectives qui ont été mises en évidence dans ce rapport-là. Vous amenez chacun évidemment des éléments particuliers, mais on le voit que sur l'aspect méthodologie, prévision, on a besoin de la science. La science est vraiment probante là, dans ces aspects-là. Ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'en profite déjà pour vous remercier. C'est sûr que chacun d'entre vous, moi, j'aurais écouté, j'ai des questions qui sont venues, puis on le voit, il y a des questions aussi de certains des membres, en fait, qui sont là dans l'Assemblée aujourd'hui. Justement, ça va être intéressant tout à l'heure quand on en parlerait, mais il y a peut-être une question pendant que les gens répondent. On nous parle justement de l'influence de l'urbanisation et des activités anthropiques sur l'épuisement des eaux souterraines. Et là, c'est un autre élément, hein. On a parlé d'économie, je trouvais que c'était intéressant, cette question de l'urbanisation. On fait des choix, en fait. Tout à l'heure, on va s'adresser à nos politiques et à nos politiques publiques, aux choix qui sont faits, mais il y a des arbitrages, on diminue un risque, on en augmente un autre, on essaye d'améliorer. Est-ce que pendant que les gens répondent à ce sondage-là, là, vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Je ne sais pas qui veut intervenir, Philippe, Céline, Cécile, en tout cas sur justement l'urbanisation et l'impact sur les eaux souterraines, par exemple. Oui, ben je peux peut-être rattraper la balle au vol. Je vais peut-être pas parler spécifiquement des eaux souterraines, mais plus parler des impacts de l'urbanisation et de la comparaison de différentes alternatives quand on parle d'urbanisation. Donc, être capable de savoir quelles sont les solutions et si on ne déplace pas l'impact ailleurs. Donc, justement, c'est être capable de mesurer l'impact de différents scénarios. Et là, je pense que ce qui est essentiel, c'est la notion de quantification de l'impact, de compréhension de à quel point des choix se comparent les uns aux autres, parce qu'on a beaucoup de perceptions environnementales de différentes choses qui ont un impact, mais mettre les ordres de grandeur pour savoir est-ce que je diminue un impact d'un côté, mais est-ce que je suis en train de créer quelque chose qui est plus grave ailleurs? Parler de l'impact
de l'utilisation des terres tout à l'heure. Donc, est-ce que quand je vais urbaniser, ce qui est plus grave, c'est l'étalement urbain parce que je vais occuper les terres? Est-ce que Mhm. en optimisant, je vais avoir d'autres enjeux qui vont se créer par rapport à la pollution qui va être plus concentrée? Donc, comment est-ce que je mets en perspective ces différentes choses? Ben, il faut vraiment qu'on ait une évaluation de la gravité de ces différents enjeux les uns par rapport aux autres. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou justement cet aspect d'effet domino ou justement de convergence en fait des enjeux? Le suradditif aussi parfois, tu sais, on rajoute des éléments qui tout seuls seraient corrects, mais sur le plan scientifique, on le voit parfois, les effets sont majeurs quand on a deux effets en même temps. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux intervenir ou Ben, Moussa ou Ignacio, je vous laisse. je vais rapidement, puis je vais laisser mon collègue Ignacio aussi compléter. Bon, je prends l'exemple du Québec. On vient de vivre une des sécheresses historiques les plus importantes qu'on ait jamais vues. On a eu des problèmes bon, c'est très rare ici au Québec. On est en abondance d'eau. On est d'ailleurs par capita l'endroit au monde où la grande réserve d'eau au monde. Et cet été, on a eu un effet vraiment, et c'est un effet domino, à la fois un déficit de précipitation qui a commencé à partir du mois de mi-juillet, relié à des températures très chaudes et qui s'est propagé jusqu'à l'automne, avant l'arrivée des premières neiges. C'est exceptionnel. On a eu des municipalités qui ont été obligées d'aller chercher justement, il n'y avait plus d'eau dans les nappes, des gens qui n'avaient plus d'eau non plus dans leurs puits. Donc vraiment un enjeu majeur et qui a affecté le sud du Québec, mais aussi une bonne partie des maritimes qui d'habitude sont un secteur du Canada qui ont des ressources en eau, mais surtout régulièrement des C'est précipitations ça. abondantes. En plus, ils ont été affectés avant ça par des feux de forêt exceptionnels cette année. Donc, cette gestion intégrée par bassin versant de l'eau devient fondamentale, que ce soit ici Mhm. d'ailleurs au Québec ou à travers le monde. Mieux gérer les utilisations, évidemment, à la fois domestiques et industrielles. À l'heure actuelle, je vous prends un exemple, dans la vallée où moi je vis, il n'y a pas d'évaluation du niveau des nappes. Il y a des chercheurs qui sont en train de mettre en place justement ces mesures-là. Ça a des conséquences sanitaires parce que les niveaux d'eau et aussi les niveaux de nappes plus bas, c'est automatiquement des contaminants plus importants, donc potentiellement aussi une qualité de l'eau moins importante. Donc, pour terminer, la gestion intégrée de l'eau devient fondamentale, éviter les conflits d'usage entre l'agriculture, les besoins domestiques, l'industrie, etc. Donc, ça devient extrêmement important. Aussi, au Québec, ça fait 20 ans qu'on parle de gestion intégrée de l'eau, mais on n'a jamais donné les moyens, notamment aux organismes de bassin versant, de faire leur travail. Donc, ça devient extrêmement important, que ce soit d'ailleurs ici ou ailleurs. J'imagine nos collègues aussi vont avoir des exemples là. Non, certainement, puisque ce qu'on voit, c'est un peu du partage de connaissances, des éléments qu'on ne voyait pas ici ou qu'on voyait dans d'autres régions du monde qui apparaissent. Et inversement, là, on a des choses. Il y a une autre question qui est posée justement, puis je vais laisser Moussa et Ignacio en parler, mais soit cet aspect-là, justement, l'impact que ça peut avoir, mais aussi des impacts à d'autres niveaux. On en parlait, un changement climatique, catastrophe naturelle, les déplacements forcés, la migration du climatique. Là, en fait, on les voit. Est-ce que tu sais, à partir de ces éléments-là, il y a des choses que vous voulez rajouter? Oui, en fait, la migration, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais c'est une des problématiques qui devient de plus en plus importante. Il y a des migrants climatiques depuis des années déjà, on les connaît, on va voir de plus en plus. Mais juste pour revenir au domaine de l'urbanisation, si on prend juste les gros bâtiments qu'on a derrière toi, Nathalie, on peut Mm. voir que d'un point de vue d'utilisation énergétique, c'est très efficace. Mais par contre, il y a tellement d'NGO qui sont interconnectés. Par exemple, on voit de plus en plus qu'est-ce qu'on appelle l'extinction of experience. On parle de la connexion qu'on a avec la nature. Mm. Et si on n'a pas un rapport proche à la nature, c'est plus compliqué d'identifier tous les services écosystémiques et les contributions de la nature au bien-être humain. Donc, juste pour donner cet exemple-là, avec l'urbanisation, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer la nature dans des villes pour le rafraîchissement, réduction des vagues de chaleur ou la récréation, c'est des aspects importants aussi. Merci beaucoup. On reviendra certainement à cet élément-là parce que on le voit, le cause à effet, mais à un moment donné, c'est l'information qu'il faut rendre à nos décideurs publics au niveau municipal, dans notre cas, ou provincial ou fédéral, c'est selon les juridictions. Moussa, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez rajouter par rapport aux questions qui ont été soulevées?
Oui, effectivement, en fait, sur cette dimension intégrée des conséquences en fait de l'impact du climat ou du changement climatique de manière générale, moi, je suis pas aussi expert dans le domaine de l'immigration, mais je partage des choses que voilà que j'ai vécues parce qu'au Sénégal, bon, on fait partie du Sahel. On a observé la sécheresse des années 80, des années 70, une sécheresse très longue de 70 à 2000. Et ça a des conséquences énormes et j'aime bien discuter de ça avec mes étudiants. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait avant cela, le Sénégal était un peu plus agricole, les gens ils restaient dans les villages et tout. Et avec cette sécheresse qui a duré, les gens au début ils comprenaient pas, donc ça a favorisé l'exode rural. Donc les gens ont quitté les villages pour venir dans les villes et ça fait que maintenant les villes se sont, en fait, la population a augmenté rapidement dans certaines villes comme Dakar. Et après, ça posait aussi d'autres problèmes parce qu'on est resté des 30 ans sans pluie et il y a des zones inondables qui n'étaient plus inondées durant les saisons de pluie. Et les gens ont commencé à morceler ces zones-là, donc à habiter et à occuper ces zones-là. Et donc, depuis 2000, on a une sorte de reprise. Donc, même si, bon, les scientifiques ne sont pas d'accord et c'est une reprise à la normale, en tout cas, on commence à avoir des saisons beaucoup plus pluvieuses avec une variabilité interannuelle quand même marquée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on commence cette année à avoir des inondations parce que les gens ont occupé entre-temps des zones inondables et ils Mm. sont là-bas et donc ça crée beaucoup de problèmes et jusque-là, c'est vraiment en fait l'un des problèmes principaux des décideurs, comment en fait déplacer ces personnes-là parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de moyens et tout. Et voilà, donc juste pour dire que le climat, en fait, c'est très intégré. On part d'un truc de dynamique, mousson, sécheresse, on en vient à l'agriculture et puis l'urbanisation, les questions d'inondation. Voilà, donc tout ça, c'est lié et c'est vraiment important pour qu'on puisse expliquer ça aux décideurs, pour qu'on puisse prendre des décisions appropriées parfois. Ben, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette première tour de roue. Je pense qu'on va pouvoir arrêter ici le sondage. Il y a quelques questions encore, mais on continuera. Merci, merci beaucoup. Donc là, la première partie de notre panel était vraiment pour qu'on puisse amener cette science-là, puis vous l'avez chacun de vous avec soit des expériences locales, soit des études, soit des travaux en cours. Et ce lien, on l'a vu entre, évidemment, effet domino, modèle de prévisibilité et tout ça. On le voit, c'est complexe, hein, la science autour du climat, on parle de biodiversité, on parle d'impact économique, on parle d'impact sanitaire. Tous ces éléments-là, évidemment, doivent être amenés, en fait. Cette science-là doit être translatée, pardon, être transformée pour pouvoir qu'on puisse comprendre, évidemment, traduite en décision, mais en décision publique. Donc, l'idée, évidemment, on va parler un petit peu plus maintenant des façons de transférer cette information scientifique, comment le transformer, ce qu'on appelle le conseil scientifique. Au Airfix, évidemment, notre réseau est un spécialiste, on se spécialise justement dans le conseil scientifique pour expliquer comment ça fonctionne, qui fait du conseil scientifique, comment on peut le faire. Puis l'objectif, évidemment, c'est que nos experts dans différents domaines fassent une traduction justement de ces éléments-là pour que ce soit compris et que ça puisse amener à des actions. On le sait, il va y avoir évidemment des choix publics, des choix politiques aussi à certains égards à faire. On a une contrainte de budget parfois sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on pourrait faire. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la prévention souvent est meilleure, même si c'est plus difficile à vendre, que récupérer finalement ce qui se passe lorsque les événements surviennent. Justement, où à un moment donné, vous parlez, les gens sont installés dans des zones inondables, il y a des phénomènes qui ont changé, en tout cas. Donc, ça va être intéressant. Donc, moi, ce que je voudrais vraiment qu'on discute dans cette deuxième partie, c'est justement cette science qui se transforme en tout cas support en fait à la prise de décision. On dit souvent la science, la décision publique basée sur des données probantes. Il y en a plein de données probantes en ce moment. Donc, je vais essayer de voir avec vous. Puis, qu'est-ce que dans votre pratique à vous, vous voyez comme étant des freins? Qu'est-ce qui est difficile à faire passer comme message? Les outils que vous utilisez, moi, je le dis souvent, en fait, dans les travaux, je travaille beaucoup, par exemple, sur les notes de briefage. On essaie de voir comment on peut faire un mémo qu'on va amener aux décideurs. Un rapport comme le rapport que l'on a, oui, c'est quand même conséquent.
mais on s'assure d'avoir un résumé, on s'assure d'amener des éléments. On a des experts autour de la table. Pas toujours facile hein, de simplifier. Vous avez tous utilisé des termes quand même techniques, c'est logique. C'est les termes sur lesquels vous vous appuyez, les connaissances scientifiques. Si on le simplifie, on a l'impression qu'on oublie. Donc, moi, j'aimerais qu'on travaille un petit peu là-dessus pour voir d'une façon ouverte. Alors, je vais soulever des questions, puis je vais les adresser à certains d'entre vous, mais n'hésitez pas à intervenir parce qu'aujourd'hui, en fait, on l'a vu, on a encore beaucoup de perceptions ou ou de fausses informations qui circulent. La science doit avoir une place, mais importante, et il faut éduquer nos décideurs publics à la fois de où aller chercher ça, comment trouver la science. Et à travers ces rapports-là qui sont publiés, c'est des façons, évidemment, quand on dit les 10 perspectives à prendre en compte, on aimerait savoir comment on leur transmet. Et vous, dans vos différentes expertises, comment vous le faites. Alors, je vais essayer de repasser certaines de ces questions. Puis, on va commencer par Philippe pour commencer, mais vous pouvez tous intervenir, évidemment. J'en ai parlé, abondance de données, abondance de rapports, abondance de connaissances scientifiques. Il y a des choses fausses en plus dans tout ça qu'il faut voir, mais comment on fait pour… c'est un défi, évidemment, pour l'amener. Puis, il y a beaucoup d'autres sujets, hein, d'enjeux sociaux, climato. Mais c'est quoi, Philippe, dans les… Tu es à la tête d'un réseau qui, justement, est là pour éclairer la décision publique. On l'a vu, c'est cette valeur-là. Puis, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, je parlais des 3 paliers de gouvernement, là, le municipal, comme le provincial, comme le fédéral. Vous êtes au milieu de tout ça. C'est quoi, finalement, les défis que vous avez ou l'obstacle de ce passage? OK, vous dites, on a les données, là, il faut agir maintenant, puis il y a urgence, par exemple. C'est quoi les défis et comment on peut les surmonter concrètement? Alors, les défis sont de 4 natures. Gouvernance, communication, formation de la relève, puis je vais parler plus généralement après ça du transfert des connaissances. Gouvernance, alors, il y a les bons exemples et dans le risque et avec d'autres collègues d'ailleurs qui travaillent dans le domaine de la santé sur les risques climatiques, on se rend compte à quel point il est extrêmement important de faire remonter aussi les besoins. Par exemple, dans certains comités. On a mis en place, par exemple, ici au gouvernement du Québec, des comités avec certains experts. On a oublié les citoyens, on a oublié les ONG. Ils sont extrêmement importants parce que pour passer à l'action, il va falloir travailler évidemment pas juste sur l'acceptabilité sociale, mais il faut qu'il y ait une prise en charge et aussi faire remonter les besoins. Il y a les connaissances scientifiques, oui, on en parle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des connaissances pratiques aussi, à la fois au niveau municipal, mais aussi des municipalités et aussi des sinistrés, par exemple, qui ont vécu des conséquences des changements climatiques, des extrêmes, inondations, etc. Cette connaissance-là pratique du milieu, elle est extrêmement importante à valoriser aussi. Donc, trouver une façon dans des comités, d'en renforcer aussi la gouvernance, c'est souvent les municipalités au niveau local, évidemment, qui vivent les conséquences, par exemple, des inondations, mais aussi de tous les phénomènes extrêmes. Donc, trouver une façon d'avoir justement un mélange de connaissances scientifiques et pratiques et mettre en place justement des comités. Ça se fait dans certains pays. On va devoir d'ailleurs prendre l'exemple sur des bons joueurs, faire en sorte qu'on ces comités-là permettent de faire aussi une remontée des besoins, mais aussi d'avoir un suivi aussi au fur et à mesure qu'il y a des événements qui se produisent. Comment on est capable aussi, de façon pratico-pratique, de voir des progrès dans la réduction des conséquences des phénomènes extrêmes. Ça, c'est fondamental. Donc, ça touche à des éléments de gouvernance, mais aussi un partage de connaissances à la fois scientifiques et pratiques, donc les 2 endroits où j'insistais tout à l'heure. Deuxième élément, les décisions basées sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des hypothèses ou, je dirais, et je ne veux pas rentrer dans le détail, sur le contexte géopolitique. En ce moment, dans l'Amérique du Nord, n'est-ce pas, à l'échelle internationale, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile où on remet en cause le consensus qu'on avait mis en place sur réduction de nos émissions, etc. Il ne faut pas faire ça. Les Européens sont un bon exemple, la Chine, le Japon. On a des exemples comme ça où on doit avoir absolument des politiques sur le long terme pour être capable de trouver des solutions et d'éviter d'avoir à jongler et surtout de la fausse information à propos du développement économique. Il n'y aura pas de développement économique si on n'est pas capable d'avoir des milieux de vie résilients. Okay? Les conséquences économiques sont tellement importantes que ça dépasse bien ce qu'on peut faire ou pas à court terme sur d'autres enjeux qui sont beaucoup plus d'ordre géopolitique. Et je terminerai pour dire que la recherche, la formation de la relève. Moi, je pense à nos enfants, nos étudiants.
On doit investir en connaissances, oui. Je parlais aussi des connaissances pratiques, mais ce sont les jeunes, c'est les futures générations qui vont vivre les conséquences de plus en plus fâcheuses, évidemment, de tous ces risques climatiques. Sans développement des connaissances, sans développement de la formation de la relève, on ne pourra pas réaliser certains progrès ou continuer à avoir ces progrès-là. Donc, il faut investir en recherche et en formation. Certains le font mieux que d'autres. Je prends encore une Mm. fois l'exemple des Européens parce qu'ils ont des fonds dédiés à ça. Nous sommes en Amérique du Nord un parent pauvre. Nous venons de voir les États-Unis en ce moment désinvestir sur tous les enjeux, que ce soit l'Organisation météorologique mondiale, l'ONU, l'OMS, mais aussi les enjeux météo et changement climatique, les rapports du GIEC. Il n'y aura plus d'experts scientifiques américains. Et nous, au Mm. Canada, on se retrouve aussi pris avec cette décision qu'on n'a pas décidée nous directement, mais avec un investissement qu'on doit absolument faire sur la formation de la relève, c'est fondamental. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Suivi, la surveillance, mettre en place des systèmes d'alerte basés encore une fois sur les impacts qu'on connaît. Ça va permettre aussi à nos gouvernements, à nos services publics aussi d'être un peu plus, on va dire, orientés sur les besoins des populations vis-à-vis de ces risques et des conséquences, parce que le suivi, la surveillance des risques devient extrêmement important. Donc ça, c'est des éléments évidemment de politique publique qui permettaient de mettre encore plus la science au cœur. Là, comme tu dis, là, il faut des fonds, il faut trouver des moyens de pouvoir continuer à investir dans la science. Au contraire, là, puis parfois on le dit. Mais un autre sujet, puis ça va me faire le lien avec Moussa parce que ça, je trouve important ce que tu as dit sur le côté pratique, en fait, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut transformer la science en action. Il faut évidemment amener le politique, le décideur public, disons, d'une certaine façon, à pouvoir comprendre ce que ça veut dire en termes d'impact, en termes. Mais parfois, comment on fait pour faire que cette science-là, elle aille vraiment au niveau des communautés locales, c'est-à-dire, ou est-ce que c'est peut-être un échange, peut-être des communautés locales qui doivent faire remonter de l'information? Moussa, comment on regarde cet aspect-là, là, ce rapprochement, et comment il peut améliorer finalement la connaissance scientifique quand il y a cet échange en fait entre les communautés et les scientifiques et le décideur public qui est là en fait pour organiser ce genre de choses-là. Merci beaucoup. En fait, c'est tellement important que parfois moi je trouve bon, regrettable que parfois en fait de voir des gens travailler séparément et de se rendre compte que parfois il y a de ces connaissances qui sont peut-être pas utilisées ou qui n'acceptent pas par exemple à certaines en fait les utilisateurs, etc. Et ça fait que c'est un problème. Donc, ça rejoint en fait le défi de communication comment dirais-je, Philippe a évoqué tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faudrait en fait, au niveau des scientifiques, en fait, faire plus d'efforts pour, par exemple, savoir qu'en fait, la science qu'on produit, donc, c'est pour servir à quelque chose. Alors, Mhm. donc, voilà, toujours de la science fondamentale, c'est vrai, mais il faut quand même sensibiliser davantage côté chercheurs pour qu'ils puissent être conscients en fait de cela. Alors, il faudrait aussi qu'ils comprennent que en fait comment dirais-je les utilisateurs parfois il faut pas les sous-estimer parce que parfois on a des problèmes qui sont très complexes et on a Mhm. l'impression qu'on peut pas ils peuvent pas comprendre et ça aussi c'est un problème et il y a aussi en fait, un problème dans la communication des scientifiques, c'est la question des incertitudes. C'est vrai que parfois, les utilisateurs, ils veulent des informations, genre une information qui est précise. Et parfois, c'est difficile avec l'information climatique. On a des informations, mais qui sont associées d'incertitudes. Et je pense qu'il faudra aussi faire d'efforts pour comprendre que c'est de l'information, mais il y a de Ouais. l'incertitude, etc. Travailler, former en fait les chercheurs sur cette communication de l'information, surtout autour de l'incertitude. Si je prends maintenant le contexte africain, je pense aussi on a un souci aussi de ressources humaines. Et là aussi, ça rejoint le point sur la formation de la relève que Philippe a évoqué. Donc, moi, je parlais même pas de relève, mais je parlais de la formation pour, en fait, qu'il y ait une masse critique, en fait, de scientifiques pour faire face. Parce que la science, elle est importante, parce faudrait pas penser qu'on peut aller, en fait, faire face à ces questions-là d'adaptation, etc., de résilience, sans la science. Donc, il y a aussi l'autre dimension que j'aimerais évoquer sur ce point, c'est en fait
l'ouverture et le partage. Parce que dans certaines communautés sont peut-être plus en avance sur certains points, avec certains outils, etc. Il faudrait aussi qu'au niveau mondial, qu'on ait en fait des mécanismes pour permettre aux communautés, par exemple, que ce soit scientifique ou pas, d'avoir accès, donc je pense à la science ouverte, qu'on puisse aussi travailler dans ces domaines-là pour en fait rattraper le gap que nous avons en termes d'avancement le plus vite possible. Voilà. Merci Donc, beaucoup pour ces... Ouais, merci beaucoup pour ces éléments. Il y a des choses qui... Je pense que c'est important, le scientifique, on le dit, là, il faut qu'il fasse des efforts. Au Québec, par exemple, un exemple, maintenant, dans plusieurs de nos municipalités, on a des scientifiques en chef dans les municipalités, justement, qui sont, puis vous l'avez dit, on essaye de faire en sorte que ces scientifiques-là, on a des scientifiques en résidence dans certains de nos dans nos ministères. On travaille fort, en fait, et ce sont des initiatives qui ont été souvent initiées par le Fonds de recherche du Québec, qui justement essaye de placer ces scientifiques-là et de former notre relève. Vous parlez de la relève, en fait, cette relève scientifique a ce transfert de connaissances. Pas toujours facile, on l'a vu, des fois multidisciplinaire, interdisciplinarité, intersectorielle, c'est des sujets qu'on voit souvent, mais je trouve ça intéressant. Mais une question que vous avez posée, puis moi je pense que ça sera fondamental, on pourrait échanger là-dessus sur l'incertitude. Justement, des fois, on a de l'incertitude, on n'a peut-être pas de consensus, mais on a des éléments de réponse. Et ces aspects-là sont pas faciles, en fait, justement, parce qu'on veut être très prudent, on dit attendez, quand on parle de données probantes, normalement, on l'a vu, c'est une donnée où il y a une évidence, il y a normalement, évidemment, c'est reproductible, si on veut avoir des données, des analyses, on est tous d'accord. Donc ça va être des choses qu'on va pouvoir rediscuter un petit peu tous ensemble après, mais qui sont importantes. Il faut trouver des moyens, vous l'avez dit, et on est là justement pour former ces scientifiques avec le RFIX à essayer de trouver des moyens ou des actions pour se positionner. Merci beaucoup en tout cas pour cet élément. Alors, Cécile, en fait, on en parle, on veut transférer ces connaissances-là. Maintenant, on a des gens qui sont des brokers de connaissances, ou il y en a qui sont en mobilisation des connaissances. Est-ce qu'il y a des outils particuliers, en fait, il y a des outils là, parce qu'on veut savoir ça. Est-ce que, justement, on a parlé de l'analyse de cycle de vie, des approches territoriales, on a plus d'éléments là. Est-ce que ça fait partie, par exemple, d'outils qui pourraient aider à une prise de décision sur certains aspects, notamment par exemple zone côtière ou maritime, là, si on se focus sur cette perspective-là qui est reliée au climat et aux océans et puis à l'urbanisation? Oui, bien sûr. Mais c'est certain que quand on veut gérer un territoire, quand on a un décideur qui doit gérer un territoire, il y a plusieurs questions. Il y a la question des enjeux à l'échelle du territoire et on est dans un monde qui est mondialisé. Donc, c'est quelles sont les conséquences sur le territoire lui-même, mais quelles sont les conséquences aussi ailleurs dans le monde des actions qu'on va prendre sur le territoire. Quand on parle de climat, peu importe si j'émets un kilogramme de CO2 dans une ville donnée ou à l'autre bout du monde, les conséquences vont être absolument les mêmes. Donc, c'est cette question de tenir compte de ces conséquences-là à l'échelle du territoire, ça pose la question d'avoir une approche pas seulement qui tient compte de ce qui se passe sur le territoire, mais ce dont le territoire est responsable. Donc, les approches d'analyse de cycle de vie permettent d'avoir cette perspective-là de quelles sont les conséquences, non seulement de ce qui est produit sur le territoire, par exemple sur un territoire, je vais avoir des véhicules qui vont émettre du CO2, je vais avoir des usines sur place, mais aussi de ce qui est utilisé sur le territoire. La gestion du territoire va probablement entraîner aussi des conséquences ailleurs dans le monde. Et on parle en ce moment beaucoup de nos imports depuis la Chine, depuis les États-Unis et ainsi de suite. Ben, si j'achète une voiture qui est fabriquée ailleurs, les émissions reliées à sa fabrication sont ailleurs. Par contre, il y aura un impact quand même. Donc, adopter une perspective non plus seulement territoriale dans la gestion des territoires, mais une perspective sur le cycle de vie de ce qui est utilisé sur le territoire est un outil très puissant pour bien comprendre toutes les conséquences et pas déplacer l'impact ailleurs. Donc ça, on a des outils qui permettent de faire ça. Donc d'abord, d'adopter des perspectives consommation basées sur l'analyse de cycle de vie. Donc analyser, on l'a fait pour la ville de Montréal, on est en train de le faire pour le Québec, créer des bases de données qui permettent de bien comprendre les conséquences de nos façons de consommer sur un territoire donné pour bien comprendre quelles sont les actions, pas seulement les actions. Par exemple, quand je parle de l'empreinte d'un Québécois moyen en termes de ce qui est produit, ce qui est émis sur le territoire du Québec en termes d'empreinte carbone, notre gouvernement du Québec nous dit on est parmi les meilleurs en Amérique du Nord parce qu'on est aux alentours de 9 tonnes émis par personne, 10 tonnes par personne d'émissions de CO2, ce qui est déjà beaucoup parce qu'il faudrait qu'on soit en dessous de 2 tonnes, mais on est parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Mais si on regarde la perspective consommation, donc tout ce qui est utilisé
par les Québécois, consommé par les Québécois, en enlevant tout ce qui est exporté ailleurs, parce que ce qu'on produit ici, mais pour les autres, ben c'est aussi la responsabilité de ceux qui vont acheter nos produits, on se retrouve avec une empreinte de 14 tonnes et demie par personne. Donc on voit que on a une perspective qui met en lumière qu'on est en train d'exporter notre pollution ailleurs pour ce que l'on consomme ici. Et ça Et permet... ça, est-ce que nos décideurs publics, ce genre d'outils-là ou de résultats, parce que tu sais, il y a l'aspect, OK, l'outil existe, est-ce que c'est des choses qui se transportent? C'est-à-dire, on est capable Ben, d'amener en fait, ça et de le comprendre facilement pour prendre des décisions? tout à fait. Ben, l'idée, en fait, là, on a un grand projet qui s'appelle Polaris. Donc, l'idée, c'est de créer justement toutes sortes d'outils pour les décideurs, pour bien comprendre les impacts de la consommation au Québec pour tous les décideurs, c'est-à-dire les décideurs à la fois territoriaux, mais aussi les citoyens, aussi les entreprises, qui, au niveau du Québec, pourront mieux comprendre quelles sont toutes les conséquences de différentes actions. Et ça donne des leviers nouveaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement gérer ce qui est émis sur le territoire du Québec, mais on peut aussi changer nos façons de faire au Québec pour réduire les émissions ailleurs, ce qui est très puissant en fait, parce que beaucoup de nos émissions ne sont pas à l'échelle du Québec. Donc, mais ce qui est essentiel derrière tout ça, c'est que l'importance de mesurer pour mieux gérer. OK, donc c'est ces outils-là et donc Vraiment- ces indicateurs, puis je pense que ce soit Philippe ou Moussa, quand il parle de ces éléments-là, c'est ça la mesure en tout cas, ou la donnée, mais pas toujours facile à comprendre pour le décideur. Est-ce que dans le C'est cas ça. des outils, c'est C'est compréhensible? c'est un des grands défis. C'est-à-dire qu'il y a la question de la quantification et puis il y a la question de la démocratisation des connaissances. On a OK. des systèmes qui sont complexes et apporter des réponses nuancées, c'est souvent compliqué. La réponse, souvent, quand on nous pose des questions par rapport à est-ce que c'est préférable de faire comme ça, une solution ou une autre, laquelle est préférable, la réponse très frustrante, c'est ça dépend. Mais Mhm. c'est souvent ça dépend, mais on a identifié de quoi est-ce que ça dépend. Et ça, c'est une information qui est très pertinente pour le décideur. Identifier que on a un levier sur lequel on peut jouer qui va faire en sorte qu'une solution ne va devenir préférable à l'autre. Donc, là, le projet Polaris, vraiment, l'idée, c'est de créer une interface pour toutes sortes d'outils de démocratisation des connaissances pour bien comprendre l'empreinte environnementale des produits qu'on est en train d'utiliser ou des modes de vie qu'on est en train de choisir, des décisions qu'on est en train de prendre à l'échelle municipale, à l'échelle du Québec, et ainsi de suite. Merci beaucoup donc d'exemples, hein, d'indicateurs ou de mesures sur lesquels on peut appuyer cette décision-là. Ignacio, en fait, si on parle, ben, juste, tu sais, on parlait beaucoup de biodiversité, puis c'est pas facile à comprendre non plus, puis c'est très local souvent les impacts qu'on va avoir et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des cadres ou des leviers qui nous permettent aujourd'hui de mieux intégrer justement ces dimensions-là? On a le climat, évidemment la biodiversité, les impacts sociaux là, dont on a discuté, dans les politiques publiques et surtout, c'est pour supporter des stratégies d'adaptation en fait. Et c'est ça qui est important parce que on l'a dit tout à l'heure, la prévention, l'adaptation est importante aussi. Mais comment on fait pour prendre en compte ça, sachant que souvent la biodiversité, ça va être un impact souvent local et donc avec des adaptations qui doivent se faire à différentes échelles. Tout à fait, Nathalie. En fait, on parlait sur les déplacements des impacts ailleurs, comme évoquait Cécile. Si on prend par exemple les inondations de Pakistan de 2023, qui a touché autour de 33 millions de personnes avec des milliards de morts, le Pakistan était un pays qui est responsable de moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre historiquement. Donc pour moi, un des premiers leviers, c'est les valeurs humaines. Mhm. On parle en premier lieu de l'éthique. L'éthique pour les divers groupes sociaux qui sont impactés par le changement climatique, mais aussi l'éthique pour la nature. Et quand on parle de l'éthique pour la nature, on parle des valeurs, les valeurs intrinsèques, les valeurs instrumentales et les valeurs relationnelles. Et donc pour moi, quand on parle de comment intégrer l'aspect de biodiversité, l'aspect de bien-être humain et la prise de décision, moi, je pense que si on est capable d'intégrer les valeurs de la nature dans la prise de décision, avec des instruments d'évaluation des services écosystémiques, en termes monétaires ou non monétaires, par exemple socioculturels, on sera beaucoup plus proche de bien comprendre les impacts de notre décision sur le territoire. Et comme ça, on pourra prendre des décisions beaucoup mieux informées. Et le problème, c'est que l'intégration des valeurs, elle n'est pas tout à fait intégrée sur la prise de décision. Donc, on a besoin de décisions mieux informées par rapport aux valeurs de la nature.
Si on doit s'adresser, par exemple, justement, en termes de politique publique, là, ou un décideur, tu sais, on lui parle de ça, la valeur, tu sais, il le comprend, là, mais comment, concrètement, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'on pourrait, sur certains aspects, est-ce qu'on a des mesures, on parlait tout à l'heure d'intégrer, là, parce que c'est sûr que tu sais, le concept, on le comprend, tu sais, puis l'éthique, l'intégration, là, tu sais, on le voit, mais dans certains cas, pas facile, tu sais, je veux dire, de dire, ben oui, ça va toucher peut-être plus localement cet aspect-là. Est-ce qu'il y a des moyens de vraiment amener cette valeur-là, tu sais, de l'expliquer, ou c'est encore un processus en cours d'intégration? Non, bien sûr, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs écoles ou des lignes de recherche qui montrent, par exemple, les valeurs monétaires des services écosystémiques. Il est souvent plus grande, beaucoup plus grande, si on parle de solutions fondées sur la nature, que les coûts d'implémenter les solutions fondées sur la nature, par exemple. Et quand on discute avec des décideurs qui sont limités pour leur budget suivant, si on Mhm, est capable de montrer que les valeurs de la nature il est tellement importante pour le bien-être humain, on arrive souvent à parler dans les mêmes langues que. C'est-à-dire, on doit aussi intégrer les dimensions socioculturelles et non monétaires. Mais pour moi, mhm. l'évaluation monétaire, c'est une manière d'avoir un même langage parfois que les décideurs. Intéressant parce que ça leur parle évidemment. Là, tu sais, c'est des choses intéressantes. Cécile, tu voulais intervenir, vas-y. Oui, je voulais juste compléter pour dire, on a fait dans le cas du projet Coast to Coast dont on parlait tout à l'heure, on a Oui, développé des outils pour les décideurs qui permettaient de comparer justement plusieurs scénarios de développement territorial. ok. On les a appliqués au lac Saint-Pierre et à l'étang de Thau, avec l'idée de regarder à la fois les services écosystémiques, notamment à l'échelle du territoire, donc comment est-ce que différents scénarios vont permettre de protéger différents services rendus par les écosystèmes, mais arrimer avec une perspective cycle de vie pour voir comment est-ce que, en protégeant les services écosystémiques à l'échelle du territoire, on est éventuellement en train de déplacer l'impact ailleurs aussi. Donc, c'est de garder la perspective multi-échelle avec une approche d'analyse de cycle de vie à l'échelle du territoire qui permet de voir les bénéfices sur le territoire, mais aussi les conséquences éventuellement ailleurs. Donc, je pense que c'est important de garder ces deux perspectives. Et oui, il y a des outils qui existent pour faire ça. Mais le côté incitatif aussi, là, tu sais, je veux dire, tout à l'heure, on parle évidemment des décideurs publics, mais tu sais, il y a plein de moyens d'essayer de modifier les comportements ou la prise de décision. Mais je pense que ça, c'est des questions qui s'adresseraient un tout petit peu à tout le monde. Alors, surtout, hein, les panélistes, n'hésitez pas à intervenir. Là, on ouvre la discussion. On essaye évidemment d'identifier certains sujets. Moi, j'ai un sujet. Ah ben, vas-y, Philippe. Avant que je passe à mon sujet, vas-y, je te laisse la parole. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je vais rajouter une perspective puis je vais parler d'intersectorialité. Puis le travail que tu fais, d'ailleurs, Cécile, j'ai hâte de t'en parler. Mais tant et aussi longtemps qu'on restera cloisonné dans nos silos disciplinaires, y compris dans la gouvernance, les enjeux de développement territoriaux sont des enjeux sanitaires au départ. Mhm. Ouais. Sanitaires à cause des risques climatiques. Donc, ça veut dire que tout nouveau développement, de toute façon, il faut passer maintenant faut arrêter de parler d'adaptation, il faut faire de la gestion de risque anticipative. On n'a pas le choix, les phénomènes sont en train de se Mhm. produire depuis tout à l'heure. On a une recrudescence des phénomènes de plus en plus et on n'a pas le temps nécessairement de s'adapter. Donc, il faut faire de la gestion de risque. Ça veut dire quoi? Préparer, faire la prévention, préparation, intervention, rétablissement, sensibiliser et éduquer. Ça veut dire dans tous les nouveaux développements, on doit jamais oublier la partie milieu de vie, personnes qui habitent. Les Mhm. composantes sanitaires sont fondamentales. Si on les Ouais. oublie, on vient d'oublier notre capacité à vivre dans les territoires qui sont à risque. Donc, ça veut dire, et j'insiste là-dessus, on en parle beaucoup évidemment dans le réseau risque avec nos collègues dans le domaine de la santé, il ne peut plus y avoir de nouveaux développements sans intégrer à la fois la composante. Oui, on a besoin de régler ces problèmes d'ingénierie, mais les solutions basées sur la nature, dont parlait Ignacio tout à l'heure, avec tous les bénéfices sociaux et aussi Mhm. économiques ou peu importe, et surtout la composante santé. Donc, on devrait faire maintenant de la gestion anticipative des risques en intégrant les disciplines qu'on a souvent négligées, qui sont compartimentées dans les silos, parce que cette connaissance dont on parlait tout à l'heure, notamment pratique, elle vient aussi souvent
de nos collègues dans le domaine de la santé qui ont un apprentissage à chaque fois qu'il se passe un désastre vis-à-vis des personnes qui sont affectées. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, toutes ces perspectives-là transversales, elles doivent faire partie maintenant des nouveaux développements. On parlera tout à l'heure des thématiques, des enjeux émergents, mais ça fait partie des émergences, en fait, des dossiers émergents, d'arrêter de travailler en silo et d'oublier de faire tout le temps comme si la composante humaine n'était pas là. Voilà. Et ben, c'est vraiment intéressant en fait parce que justement, j'avais ma question que j'allais aborder, c'était en termes de santé publique, les politiques, on parle évidemment, on est axé là, on parle de climat, de biodiversité, on identifie, puis moi, à chaque fois, j'essaye de me dire, OK, qui est le propriétaire du risque, si on peut dire ça comme ça, puis qui a les moyens de faire des actions ou de mettre en place des incitatifs dans les différents ministères. Mais clairement, tu l'as dit, c'est de l'intersectoriel. On a parlé aussi de l'agriculture. On pourrait, donc il y a l'aspect sanitaire, il y a l'aspect alimentaire ou agricole. On le voit, je veux dire, donc clairement, on ne peut pas avoir une politique qui soit uniquement basée sur le climat si on ne parle pas de santé. Et on l'a vu, je me rappelle l'année dernière quand on travaillait sur la nouvelle politique bioalimentaire du Québec, ben en fait, c'était la politique du gouvernement parce que finalement, même si c'était le ministère de l'Agriculture qui était en charge de l'écrire, ben, il y avait tous les aspects qui étaient reliés en fait à ça, intégrés en fait par rapport à ça. Donc, merci, c'est vraiment intéressant. D'une façon générale, puis vous pourrez en parler, moi ce que j'aimerais, c'est est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des choses? Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple d'un scientifique en chef dans une municipalité ou des façons justement, vous aviez parlé, il faut former, il faut que les chercheurs soient présents dans les milieux, il faut parler aux politiques ou en tout cas. Est-ce que vous avez des exemples, des expériences assez marquantes où finalement ça a marché, ça s'est transformé en action, ça s'est transformé en décision publique? Des fois, on le voit, c'est très loin, où on sait qu'on a eu une influence. Moi, je sais qu'au Cyrano, parfois, on nous dit « Ah, c'est quoi votre impact ?» On le sait qu'on a fait changer. Mais ce qui est le plus important, en tout cas, dans notre rôle, souvent, c'est d'éduquer aussi, en fait, nos décideurs, en fait. Et puis, ça va aller avec ma question, Philippe, risques émergents. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des nouveaux risques qui apparaissent, des nouvelles technologies, des enjeux et tout ça par rapport à ça. Pas facile, en fait, pour un décideur public, de se tenir au courant, d'être au courant de tout ça pour prioriser. Donc, 2 éléments, si vous avez des choses à partager, quelque chose qui a marché, vous dites, OK, notre étude là, ou la façon dont on a partagé les résultats, clairement, ça s'est transformé en action publique, ou alors des éléments pour lesquels il y a des risques émergents qui doivent être pris en compte. Puis, comment vous feriez pour justement s'assurer que ça arrive à nos décideurs publics? Alors là, je vous laisse, qui veut répondre? Allez-y, là, la parole est ouverte. Oui, je peux commencer. Je voudrais juste peut-être évoquer ce que Philippe disait tout au début de notre conversation aujourd'hui. C'était écouter les besoins. Et moi, je me rappelle quand j'ai fini ma thèse avec ma naïveté, j'ai présenté les résultats de ma recherche aux décideurs et je me rendu compte que c'était déjà trop tard, même si j'avais fait des ateliers participatifs avec des décideurs, c'était déjà trop tard. Donc, maintenant, quand j'ai écrit un projet de recherche, j'essaie d'intégrer les besoins des décideurs et les décideurs du début des projets de recherche. De cette manière-là, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir une Donc, coproduction intégrer, ça veut dire réelle. quoi? De quelle façon, en fait? Est-ce qu'ils étaient là, ils participaient à des rencontres ou est-ce que vous leur faisiez des notes de briefage? C'était quoi vraiment pratico-pratique ce que vous faisiez? Effectivement, il faut faire des rencontres au moment d'écrire un projet scientifique, à mon avis, et au moment de développer des questions de recherche, pour avoir un intérêt scientifique, bien sûr, mais aussi un intérêt pour le territoire. Et si on essaie, si on arrive à travailler dès le début et pendant plus longtemps, il n'y aura pas juste un transfert de connaissances, par contre, il y aura une coproduction de connaissances. Donc, le décideur est là au moment où on détermine, en fait, les éléments. Philippe, Moussa ou Cécile, vas-y. Oui, bah, en fait, je pense que là où moi je vois la plus grande portée, c'est l'analyse de cycle de vie qui commence à être intégrée dans plusieurs réglementations et politiques publiques.
le fait que les Nations Unies endossent l'analyse de cycle de vie, et puis on a contribué, l'équipe du CIREC, beaucoup à des réflexions de l'UNEP sur les meilleures pratiques en termes de modélisation des impacts du cycle de vie, de bonnes pratiques pour l'analyse de cycle de vie. Puis on commence à voir en Europe, là, dans le New Green Deal, l'analyse de cycle de vie qui prend de plus en plus de place par rapport à tout ce qui est éco-conception, par rapport à tout ce qui est euh, étiquetage environnemental. En France, ça commence à devenir obligatoire sur certains produits, comme les bâtiments, comme les vêtements. Même au Canada, là, on voit que les réglementations sur les combustibles propres intègrent la perspective cycle de vie en disant mais on veut réduire l'empreinte, mais en tenant compte de tout le cycle de vie. Donc on voit quand même que ces connaissances-là commencent à être transférées dans l'action et dans la réglementation. Par contre, c'est avec tout l'enjeu d'avoir des réglementations qui sont basées sur des connaissances qui sont encore en émergence, qui sont encore en train d'évoluer, et ça crée toutes sortes On est fragile parce que les connaissances continuent d'évoluer, donc certaines réponses vont évoluer au fur et à mesure que les connaissances évoluent. Donc c'est à la fois c'est formidable, et puis à la fois c'est on marche sur des œufs parce qu'on va être très prudent dans ce que l'on C'est envoie ça, dans. la prudence, hein, quand l'information Exactement. évolue, on le voit. Mais je trouve que c'est très, très important de voir, et c'est très enthousiasmant de voir que les connaissances comme ça sont intégrées, même dans la réglementation. Ça me fait penser, Philippe, en fait, tu sais, aux enjeux, par exemple, de connaissances. Tout à l'heure, tu disais, on n'a pas l'information. Tu sais, on l'a vu au début du risque, on discutait sur la cartographie même des risques ou sur la connaissance. Puis en même temps, il y avait ceux qui disent, on veut savoir. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, non, on ne veut pas savoir parce que ça va faire baisser le prix du terrain ou le prix de ma maison où il y a des impacts. C'est pas toujours facile, hein, cette connaissance. Puis, tu sais, déclarer une zone inondable, ou on l'a vu récemment, on a eu des changements dans notre cartographie, en fait, sur l'île de Montréal. Puis, on a vu ce que ça a eu comme impact. Comment on fait avec cette connaissance-là, ou avec justement ces tiraillements des deux côtés? On veut savoir, mais en même temps, si on sait, il y a peut-être des impacts économiques qu'on ne veut pas avoir. Tout à fait, c'est une bonne question. Là, d'ailleurs, on est en train d'accompagner Ressources naturelles Canada. On va le faire, on souhaite le faire évidemment avec le gouvernement du Québec sur la cartographie des risques d'inondation. Puis on se rend compte, là, on fait remonter encore une fois les besoins du milieu avec des spécialistes, par exemple, en communication ou en didactique. Et on se rend compte à quel point la communication elle doit être bidirectionnelle. D'abord, faire remonter les besoins, parce que faut pas que la cartographie elle apparaisse comme une décision qui a été prise, oui, sur une base scientifique, mais qui vient peut-être pas ancrée dans les besoins territoriaux ou les besoins à l'échelle communautaire. Fait que, là, d'ailleurs, on donne une formation, et c'est très intéressant de voir les interactions entre nos collègues pour s'assurer qu'encore une fois, cette communication, elle est partagée, puis qu'on utilise aussi, ou on partage cette information-là. C'est un work in progress. Il y a un travail d'acceptabilité sociale qui va devoir être fait, quand bien même les cartographies sont là. Elles ne sont pas définitives, elles vont changer. Le changement climatique aussi est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, cette cartographie-là est un exercice pour nous de communication, de partage des connaissances, oui, mais surtout pour faire remonter à la fois les besoins, évidemment, qui viennent de ce que le gouvernement a décidé de faire comme méthodologie, mais surtout s'assurer que ça répond aussi à des besoins, puis ça répond à des préoccupations, encore une fois, du milieu. Deuxième élément, puis tu nous suggérais tout à l'heure, Nathalie, puis ça va faire le pont aussi avec Moussa, parce que j'ai travaillé au Sahel justement sur les problématiques de mousson, avec la sécheresse, les inondations, etc. Mais je vais donner un exemple, et après ça, je vais te lancer la balle, Moussa, à la suite, je parlais tout à l'heure de gestion des risques. C'est un exercice qui est fait en Europe, qui est de plus en plus fait à l'échelle internationale, sur ce qu'on appelle les leçons apprises, les retours d'expérience. La Retour d'expérience, ouais. gestion anticipative des risques. Donc, par exemple, c'est des bons exemples à suivre, j'espère, au niveau local. Les municipalités ont commencé à mettre en place, via des spécialistes en gestion, évidemment, de sécurité civile, des retours d'expérience. Chaque fois qu'il s'est produit un phénomène ces dernières années, par exemple la tempête débit dont je parlais tout à l'heure, les municipalités ont organisé des soirées citoyennes où ils invitaient des scientifiques, des experts. Bon, moi, j'y suis allé, par exemple, pour la partie climat, expliquer ce phénomène-là, mais aussi les solutions qui existent pour protéger son territoire. Il y avait 150 personnes dans la salle. Il y avait les personnes qui étaient là justement pour partager à la fois leur détresse, mais qui trouvaient une façon de répondre aussi à leurs besoins. Et ça a été extrêmement salutaire, à la fois
pour nous, les scientifiques, d'apprendre aussi que finalement, notre connaissance, ben, il faut qu'elle serve ou elle doit s'adapter aussi à les besoins, mais aussi au monde municipal de comprendre et de faire remonter les besoins des populations. Et ça a été un exercice que je pense qui va être poursuivi. Alors, ça m'amène à Moussa je sais qu'il y en a d'autres pays, il y a des choses, par exemple au Sahel, vous avez mis en place des choses très intéressantes ces dernières années, notamment sur la surveillance des risques, etc. Comment aussi vous trouvez une façon de faire remonter justement ces besoins-là? Et parce que vous en avez eu des phénomènes, il s'est produit toutes sortes d'événements, tu l'as mentionné tout à l'heure, Moussa, mais comment ce partage des connaissances, y compris aux besoins du milieu, permet en fait de pouvoir justement travailler sur ces retours d'expérience à chaque fois qu'il se produit un phénomène pour essayer d'améliorer nos façons de faire aussi. Merci Ouais, Philippe. Moussa, Oui, et allez-y, Nathalie. Non, j'ai dit allez-y, c'est ça. Moi, je vais D'accord, vous donner la parole. voilà, merci beaucoup parce que en fait, souvent, c'est important en fait de partir. On l'a dit tout à l'heure, hein, une décision politique qui est basée sur les connaissances scientifiques et vouée à être beaucoup plus durable. Je pense que aussi un travail scientifique aussi quand ça part aussi des faits qui sont réels, bien identifiés aussi, parfois aussi ça peut être beaucoup plus intéressant. Et ici au Sénégal, nous avons en fait la direction de la protection civile qui parfois recense tout ce qui est cas, donc ils sont, je pense, rattachés au ministère de l'Intérieur. Mais parfois, ils ont des données, mais parfois les données sont mal stockées. Parfois, la personne, en fait, qui est responsable en fait, de stocker les données en fait, il mesure même pas l'ampleur de ce que ces données-là peuvent, en fait, offrir comme, voilà, perspective en termes de recherche. Et ça aussi, parfois, bon, on essaie de se battre, voilà, d'expliquer aux gens avec qui il faut parler pour que les gens soient beaucoup plus conscients, en fait, de l'importance de ces données-là et de les stocker pour qu'un jour, si, par exemple, il y a un événement et qu'un scientifique, il veut partir de ces événements, qu'il y ait, en fait, ces données fiables, qu'il puisse, par exemple, identifier déjà l'ampleur de l'événement et comparer pour comprendre, en fait, pourquoi tel événement a donné autant de dégâts par rapport à l'autre, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites et parfois, c'est très bien, mais il y a des manquements et voilà, donc, je pense qu'au niveau interne, nous sommes en train de se battre pour essayer de corriger, en fait, avec le temps, en fait, ces irrégularités. Voilà, donc à part ça aussi, sur le Sénégal, nous avons aussi le plan national d'adaptation. Et ça aussi, je reviens sur la gouvernance. Bon, c'est vrai qu'on se plaignait beaucoup sur le fait que parfois il y a des programmes, on fait travailler des consultants et après ça disparaît, alors qu'il y a des chercheurs qui sont là, qu'on pouvait intégrer. Et parfois aussi, on fait un truc pour des utilisateurs sans pour autant aussi les intégrer. Mais cette fois-ci, on a vu que, par exemple, il y a quand même cette dimension inclusive qui a été, par exemple, respectée. Bon, ça peut être aussi des contraintes posées par les bailleurs. Et c'est intéressant, je pense que si, par exemple, ces bailleurs, parce que ça a été financé par le Fonds vert, peuvent, par exemple, à l'avance, par exemple, mettre comment dirais-je, des barrières pour pouvoir orienter, pousser les gens à travailler ensemble, ça aussi, ça peut aider en fait les acteurs. Parce que parfois, il y a des acteurs qui veulent travailler avec les autres, mais parfois, les choses se font sans eux. Et donc, tout ça aussi, je pense que c'est important au niveau international, en tout cas, de se battre à tous les niveaux pour que les gens puissent savoir qu'il faut que les communautés travaillent ensemble. Très intéressant avant de rebondir sur vos questions, mais surtout les gens qui sont là, le public, là, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. J'en ai vu quelques-unes que je vais faire intervenir là, mais mettez-les dans le chat et puis on va les poser au fur et à mesure. Là, on rentre dans une période d'échange et de questions. Un élément, moi, que je trouve vraiment intéressant, dont tu as parlé, Philippe, mais qu'on voit vraiment apparaître dans vos discussions, c'est le bidirectionnel. D'accord? On parle de conseil scientifique, on dit comment la science, en fait, doit être transférée aux décideurs, aux communautés, évidemment, mais clairement, là, tu sais, on a parlé de la pratique, donc ce côté-là est vraiment important, je pense, et quand on fait des retours d'expérience, en Europe, c'est sûr que c'est vraiment établi, on en fait de plus en plus ici au Québec aussi, c'est le retour d'expérience, ils viennent de partout aussi, et ça nourrit la science, évidemment. Mais le point
que j'aimerais discuter avec vous, c'est l'aspect des données. Parce que, tu sais, on l'a vu, en fait, malheureusement, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on le voit, où on arrête des collectes de données sur certaines données climatiques, justement, ou impact, parce que on veut éviter peut-être d'identifier certaines choses. L'importance de la donnée, puis on le voit, c'est coûteux de collecter des données, qu'elles soient de qualité, sur une période où on peut faire une évolution dans le temps, évidemment. Là. Comment, et nous, ce qu'on se dit souvent, puis au Cyrano, c'est vraiment la façon, c'est la donnée là, le plus important, là, si on veut pouvoir donner des recommandations. Mais en même temps, on s'assure de leur, on leur dit, regardez, avec ces données-là, on vous a amené ces résultats-là. Donc, il y a une valeur à collecter les données. Comment vous le faites par rapport à ça? Donc, tout à l'heure, Philippe, tu parlais, il faut faire des cartographies des risques. D'avoir ça, c'est coûteux en temps, en personne, en expertise et tout ça. Ça amène l'information. Pas toujours facile, en fait, de convaincre les autorités à différents niveaux là, d'investir dans cette collecte de données puis de la maintenir. Donc, comment on fait? Et puis, dans le contexte de la biodiversité, c'est pareil. Ignacio, tout à l'heure, on parlait de ça, mais pas évident non plus. C'est comme un peu flou parfois. C'est quoi les données qu'il faut collecter ou il faudrait en collecter tellement? Donc, comment vous voyez ça? Parce que pour nous, la donnée, elle va se transformer évidemment en prise de décision, mais comment on la collecte? Comment on s'assure de convaincre ceux qui peuvent la collecter et de la partager, en fait. Alors, souvent avec les scientifiques, c'est bon, mais on l'a dit tout à l'heure, le sanitaire, la santé publique devrait parler à l'environnement et puis il ne devrait pas y avoir de silo même au sein des gouvernements. Donc, comment on peut mettre en évidence ça? Donc, je ne sais pas qui veut se lancer sur ce bout-là. Vas-y, Philippe. Vas-y. Je vais commencer rapidement. Bon, dans le domaine des sciences du climat, je dirais de la partie sciences naturelles, il y a des bonnes choses. Ça, on peut, ouais, effectivement, les États-Unis sont en train de couper à l'Organisation météorologique mondiale, le GIEC et aussi le partage d'informations. Mais par contre, le système Copernicus en Europe est extraordinaire pour ça. Il est devenu d'ailleurs la référence avant la NOAA parce que les Européens ont décidé de partager cette information-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est un système, d'ailleurs, le système Copernicus et les collaborations avec la Chine, le Japon. Je pense que certains pays africains aussi font partie de ça pour partager de l'information, la fournir. Et ça touche évidemment aux risques, aux vagues de chaleur, aux inondations dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des données qui sont réservées à la communauté européenne, mais il y a des données qui sont de plus en plus publiques. Ça, c'est les premiers d'ailleurs à avoir annoncé que 2025 était la 3e année la plus chaude, etc. D'ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale se bat de plus en plus sur ces données-là, cette plateforme d'échange de données. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième élément, il existe des consortiums internationaux dans le domaine des systèmes d'observation de la Terre, dans lequel il y a les Google de ce monde qui investissent, et Microsoft, etc., parce que c'est une plus-value de pouvoir partager de l'information de nature, évidemment, notamment dans le domaine des sciences naturelles. D'ailleurs, le Canada devrait en faire partie. Malheureusement, nous n'en faisons pas partie. On devrait aussi contribuer. Les États-Unis se sont désengagés, mais là, c'est le temps aussi de justement y contribuer. Ça permet de partager de l'information aussi pour les pays qui n'ont pas nécessairement les moyens d'y investir du temps, des efforts et évidemment de l'argent. Donc, ça, c'est bien. L'Organisation mondiale de la santé, elle a montré à quel point le partage de l'information dans le domaine sanitaire devenait essentiel. Vous vous rappelez quand on a parlé de la COVID et tout ça, mais ces organismes internationaux sont là pour justement permettre le partage d'informations. Mais maintenant, le croisement de l'information, ça, c'est un autre enjeu. Ça va être tout à fait. Mais dans certains secteurs, ça se passe relativement bien. Il va falloir améliorer, comme je dis, le croisement. Puis je vais laisser mes collègues compléter. Cécile, tu voulais dire quelque chose sur la partie sciences sociales et humaines. On a des beaux projets qui ont été mis en place pour cartographier, par exemple, la vulnérabilité, l'exposition des populations. Travailler aussi sur les niveaux de résilience. C'était très, très intéressant sur le partage des savoirs, comment le niveau d'éducation, l'accès au réseau communautaire et tout ça. Ça, c'est des choses qu'il va falloir augmenter. Et je pense que l'Organisation des Nations Unies a un rôle à jouer, mais aussi les États pour améliorer ce partage d'informations parce qu'elle devient extrêmement importante. Donc, il y a des progrès qu'on fait. Malheureusement, il y a des reculs, mais dans certains domaines, ça se passe plus rapidement que d'autres. Clairement, il y a un besoin de croisement de l'information. Merci beaucoup. Cécile, tu veux compléter?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, je travaille dans un domaine où on a besoin de beaucoup de données en plus qui viennent de l'industrie. Donc, ça rajoute encore une couche par rapport à l'accessibilité aux données, à la confidentialité ou des choses comme ça. Et puis, souvent, on a des stratégies aussi pour essayer de se passer de la donnée parfaite en faisant des itérations. C'est-à-dire qu'on va faire des estimations raisonnables pour une donnée qui nous manque. Et c'est là qu'on arrive à notre fameux ça dépend. Souvent, on va avoir des Mhm. réponses qui vont dire bah, ça dépend de l'efficacité d'un procédé, ça dépend de... et ainsi de suite. Mais parfois, on arrive à se rendre compte que finalement, peu importe l'hypothèse que je fais, c'est pas ça qui est important. L'effort est à mettre sur autre chose. Donc, le fait d'adopter une approche un petit peu d'optimisation dans la collecte de données par itération, d'aller chercher vraiment les données les plus importantes, focaliser les efforts parce que ça coûte cher, parce que ça prend du temps d'aller chercher des données. Je pense que c'est aussi, il faut trouver des stratégies pour être efficace dans nos façons de chercher des données. Puis je pense que aussi quelque chose qui arrive maintenant et puis qui a ses propres impacts environnementaux, mais tout ce qui est automatisation, utilisation intelligente de l'intelligence artificielle et ainsi de suite pour Exact, intégrer les données, pour compléter. Je pense qu'on est dans un monde où la donnée devient quelque chose à la limite trop prolifique. Donc c'est plus une question de comment est-ce qu'on gère tout ça et comment est-ce qu'on utilise de façon intelligente tous ces outils-là pour mieux gérer les données. Il y a une question qui nous vient en fait des participants qui sont là, puis que je trouve vraiment intéressante. Je l'avais aussi, mais formulée d'une autre façon. Mais on parle de la perspective en fait dans laquelle on va se placer sur les impacts notamment. Puis on l'a vu, le temps de la recherche c'est un temps long. D'accord, souvent. Puis quand on fait du conseil scientifique, l'objectif, c'est qu'il y a scientifique dans le conseil scientifique. OK? Donc, l'idée, c'est évidemment, on n'a pas toujours des réponses aussi rapides que nos décideurs les voudraient. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir un peu ce temps, le temps de la recherche versus le temps de la décision publique des fois, et comment on passe d'une perspective très court terme, on va dire, aller à une période électorale, là, on le voit, est-ce que ça joue, on le sait que à des moments, les décisions sont peut-être indifférentes, autant d'un 20 ans, une génération, par exemple, où on parle finalement d'une perspective beaucoup plus long terme. Puis dans le climat, on a des plans, là, tu sais, et puis quand on nous annonce les plans, c'est 20, 30, 20, 50, tu sais, on est loin, là, on sait que ça va avoir ça. Donc, comment on fait, en fait, pour dans ce débat-là, sachant que parfois, il faut répondre tout de suite parce qu'il y a une inondation majeure, les feux de forêt. On l'a vu quand il y avait les feux de forêt, c'était visible, là, même si c'était loin de Montréal ou loin de New York, on avait des messages, on les voyait, là, tu sais, je veux dire, on peut pas les ignorer. On les voyait, on les sentait, on n'était pas où sur les lieux. Donc, la question, c'est qu'il y a de l'urgence, il y a des choses qui se passent, mais en même temps, il y a des décisions qui vont prendre, évidemment, différentes durées. Donc, cet espace-temps-là, comment vous le gérez, vous, en tant que scientifique? Je ne sais pas si Moussa, Ignacio, Philippe ou Cécile, quelqu'un veut intervenir sur ce temps. Bon, Ignacio? ouais, Oh, oui, Moussa, vas-y, vas-y. Allez-y, là, je vous oui, laisse aller, vas-y, vas-y. oui, j'avais levé la main pour rebondir sur les questions de données, mais je peux aussi parler de ça Ah, ben, tu rapidement. peux compléter, vas-y, allez-y. Oui, oui, en fait, les questions de données, par exemple, j'ai juste complété en amont. Moi, je travaille sur les extrêmes et parfois, en fait, ce qu'on définit comme des extrêmes, on le fait avec des données journalières et on sait que parfois les événements ne durent pas une journée. Et donc, ça aussi, voilà, ça met en fait, en fait, ça pointe la nécessité aussi d'avoir des données très, très, très haute résolution pour pouvoir vraiment, en fait, identifier les événements. Il y a ce qu'on appelle aussi les événements composites. Parfois, on a un événement qui a un impact, mais pas parce qu'il y a de la pluie très élevée, mais parce qu'il y avait un vent fort avant, etc. C'est très complexe. Ça veut dire qu'il faut plusieurs capteurs en même temps à haute résolution. Je pense que c'est un défi qui est là, qu'il faut, surtout en tout cas dans le contexte africain, qu'il faut voilà, il faut faire le focus sur ça pour voir comment travailler, avoir plus de données pour avoir plus d'informations climatiques. Alors, sur l'autre question, c'était quoi encore? Ben moi, c'est par rapport au temps, aux perspectives. Tu sais, Oui, là, oui, on est des scientifiques et oui, on amène des données, mais c'est ça, les perspectives j'ai rigolé temporelles. parce que, en fait, j'ai travaillé comme postdoc dans un projet où, en fait, il y avait ce problème-là. Donc, nous, on présentait des résultats, en fait, moyens, futurs, moyens présents. Donc, c'était des moyennes sur 20 ans. On était contents. Et voilà, donc les acteurs nous demandaient, ben bon, nous, on a des plans qui durent 5 ans. Voilà, donc il faut nous donner de l'information utile pour nos plans. C'est vraiment problématique. Alors, dans le domaine du climat, il y a ce qu'on appelle les modèles, il y a la prévision décennale. Il y a des gens qui arrivent à faire de la prévision, par exemple, en partant d'une année pour voir 5 ans, maximum du temps, qu'est-ce qui va se passer. Mais aussi, c'est des outils qui sont pas à la portée de toute la communauté. C'est des grands centres de modélisation qui les ont. Voilà.
Cécile, tu veux intervenir aussi sur ce Oui, bout-là? oui. En fait, je pense que c'est important de comprendre qu'on peut évaluer les conséquences à long terme des décisions à court terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une prise de conscience des impacts. Conscience. Quand on fait l'analyse de cycle de vie, on va intégrer les impacts dans le temps et dans l'espace. Donc, on ne regarde pas seulement les impacts à l'échelle du territoire et puis on ne regarde pas seulement les conséquences pour cette année, on regarde les conséquences pour certains impacts qui vont durer très très longtemps, à très très long terme. Ça a été une des questions qu'on s'est posées quand on a intégré dans une méthode d'évaluation des impacts sur laquelle je travaille qui s'appelle Impactward Plus, intégrer le changement climatique dans les méthodes d'impact. Est-ce qu'on a adopté l'horizon temporel de 20 ans, 100 ans ou 500 ans du GIEC dans nos indicateurs à court terme? Et on se disait, ben, 500 ans correspondait plus à la perspective cycle de vie parce qu'on peut intégrer à l'infini l'impact, mais ça correspond moins à la perspective des décideurs. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé ça en morceaux. On a dit, ben, on regarde la première tranche et puis on regarde ce qui reste après pour dire, ça c'est un impact qui est beaucoup moins précis, beaucoup plus incertain. On parlait d'incertitude tout à l'heure, de l'importance de l'incertitude, mais qui permet quand même de garder en tête quels sont les impacts qu'on lègue aux générations futures. Donc, dans cette méthode-là, maintenant, on a les impacts qui se passent. Et puis, quand on parle de plus court terme, c'est 100 ans. Donc, c'est ce qui va se passer dans les 100 prochaines années versus ce qui va se passer après 500 ans, parce que souvent, c'est là qu'on va laisser le plus gros impact. Pour les impacts à très long terme, reliés notamment à la toxicité des métaux qui vont rester là tout le temps, reliés au changement climatique où on perturbe l'atmosphère pour toujours, ben, on se retrouve avec des impacts qui vont rester là à des échéances extrêmes, mais où l'incertitude de modélisation devient extrême. Donc c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans la prise de décision? Ben, on le laisse à part, on dit aux décideurs, vous avez l'information, on sait ce qui va se passer à court terme qui concerne plus les décisions qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Mais on sait aussi quand même qu'est-ce qu'on laisse pour la suite. Il y a quelqu'un qui fait une remarque et je trouve ça vraiment intéressant pour Ignacio notamment, mais finalement, quand on parle dans le long terme, tu sais, on parle changement, intégration de la valeur, le côté éthique. Est-ce que c'est ça finalement quand la perspective long terme, c'est justement de pouvoir intégrer cette notion d'éthique ou de valeur sociétale en fait dans nos décisions? Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire en fait ou qu'on ferait? Moi, je dirais oui. Je pense qu'on est tous d'accord que la société elle a beaucoup évolué dans les dernières décennies d'un point de vue technique, technologique, mais est-ce qu'on a évalué d'un point de vue moral Mm, depuis 50, 100, même plus de 1000 années si on va dans les Grecs? Quelle était l'évolution morale de notre société? Et c'est tout à fait pas comparable à l'évolution technique mhm. qu'on attend. Et donc, je pense que c'est assez important de réfléchir sur cette possible évolution. Ouais. Comme on est dans l'action, évidemment, si on l'a dit, c'est la science en action et tout ça. Si on regardait un peu vers le futur aussi, dans le sens où on se dit, c'est quoi les thématiques, c'est quoi les enjeux émergents? Tu sais, on l'a vu, il y a d'autres choses. On a parlé de la science ouverte, c'est dans une opportunité d'une certaine façon, les plastiques ou tout, tu sais, tout ce qui ressort au début qui peut avoir des lieux, même l'utilisation avec l'IA, on voit des changements en fait au niveau des molécules et tout ça. Est-ce que vous, en tant qu'expert, quand vous regardez le futur, tu sais, euh, il y a des éléments que vous dites qu'il faudrait vraiment les prendre en compte dans une prochaine édition. Puis ça serait pour nos collègues de Futureurs, ceux qui travaillent justement sur ces perspectives du climat. Là, est-ce qu'il y a des éléments qu'il faudrait qu'ils prennent en compte ou qu'ils regardent? C'est peut-être c'est pas ça qui ressortirait comme perspective, mais au moins dans leur analyse, qu'il soit ça. Cécile? Oui, ben, juste pour mentionner les liens qu'il y a parfois aussi entre les catégories d'impact, les plastiques, on est en train de réaliser en ce moment que les particules de microplastiques, on a un projet là-dessus au CIREG en ce moment, les particules de plastique sont en train d'affecter la manière dont en fait, la façon dont le plancton va pouvoir jouer son rôle de puits de carbone. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des plastiques fait en sorte que le plancton joue un rôle régulateur dans le climat, est en train de séquestrer une partie du CO2 qui se retrouve dans l'océan. Mais ce plancton-là voit, à cause des particules de plastique, sa digestion modifiée et la sédimentation de tous les déchets de ces microplanctons est modifiée du fait de la présence des plastiques. Donc, ils se retrouvent à sédimenter à des zones où ils vont remonter finalement en surface et réémettre le carbone qui normalement aurait sédimenté et aurait été séquestré. Donc, et on est en train de modéliser et de se rendre compte que c'est un mécanisme qui
a l'air anecdotique comme ça, mais qui finalement, en termes de régulation du climat, pourrait être très très important. Donc parfois, on voit émerger comme ça des voies d'impact nouvelles. Je parlais des chaînes de cause à effet. Là, on commence à la modéliser. On a un projet de doctorant en ce moment, qui travaille là-dessus en ce moment. Et on se rend compte que finalement, on était en train de passer à côté de quelque chose de très important. Un autre qu'on voit en ce moment émerger et puis qu'on voudrait bien modéliser, c'est les particules fines et les conséquences en fait du climat sur les émissions de particules fines à cause des incendies qui vont avoir des conséquences aussi sur la santé humaine que pour l'instant on n'intègre pas dans les modèles qu'on a. Donc on voit émerger comme ça toutes sortes d'enjeux. Les plastiques jusqu'à très récemment n'étaient pas pris en compte en analyse de cycle de vie. Commence à l'être, puis on voit que les conséquences des plastiques sur la santé humaine sont loin d'être négligeables et on peut comparer quelles sont les conséquences de l'un par rapport à l'autre, par rapport à nos aires de protection, par rapport à la biodiversité, par rapport à la santé humaine, pour mettre les choses en perspective. Merci. Philippe, je vois que tu veux intervenir sur ce sujet. Oui, rapidement, pour laisser aussi la place à mes collègues. Alors, les enjeux émergents, je partage tout à fait l'avis de Cécile sur plusieurs de ces enjeux, mais je rajouterais la composante océanique, voir comment l'effet du réchauffement qu'on vient de mesurer, un article vient de sortir justement montrant que le réchauffement de l'océan est présent jusqu'à plus de 2000 mètres de profondeur dans certains endroits. Il ne faut pas oublier que l'océan, c'est la mémoire du système climatique, à la fois en termes de chaleur, mais aussi c'est notre source d'humidité. Donc, quels vont être les effets de ces modifications des composantes océaniques qui sont en train de, y compris ce que Cécile vient de dire à propos du plastique et toute la modification aussi de la production primaire, phytoplancton et autres sur la capacité des océans à absorber le CO2, c'est un enjeu majeur. À la fois sur, je dirais, le milieu de vie qu'est l'océan, mais aussi sur l'interaction et les effets que ça peut avoir aussi sur provoquer des effets dominos ou d'autres phénomènes qu'on n'a pas nécessairement vus dans certains secteurs. L'autre chose intéressante, que les événements extrêmes qu'on voit soient l'occasion justement d'une collaboration, d'éviter de travailler en silo. Moussa, je suis parfaitement d'accord avec toi aussi de revoir notre façon de mesurer certaines choses, de partager mieux les données, de faire des retours d'expérience, mais aussi de prendre cette véritable, enfin, ce risque-là. Je pense que dans le prochain rapport, il devrait y avoir ces éléments-là. Comment mesurer notre capacité à mieux gérer les risques et de voir les progrès en termes de réduction des conséquences. Et ça va toucher à la fois, encore une fois, sur notre capacité à bien observer, bien simuler, bien prévoir, mais aussi d'anticiper les impacts, de bien intervenir, de bien se rétablir, faire et reconstruire mieux. Ça, c'est l'ONU aussi qui nous le dit dans le rapport enfin, le cadre Sendai. Il faut arrêter de construire comme on pensait de construire dans les années où on ne pensait pas au changement climatique, où on n'était pas là. Voir les bénéfices justement des systèmes basés sur, en fait, des solutions basées sur la nature et la transversalité aussi de comment on peut voir aussi une meilleure réduction des conséquences vis-à-vis des humains et de notre environnement naturel. Puis l'autre élément, dernier élément, on voit qu'il y a des actions concertées de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on en parlait un petit peu dans le rapport, et on devrait, je prends l'exemple du Canada, suivre non pas les mauvais exemples, mais continuer à suivre les bons exemples. Ces actions concertées ont véritablement un effet à long terme. On le voit à l'Europe, on le voit à la Chine, on le voit en ce moment, il y a véritablement, je dirais, dans la majeure partie du reste du monde, des actions concertées qui montrent qu'il y a des bénéfices à avoir. Ça finit par avoir aussi la capacité aussi de rencontrer certains des objectifs, même si on est en retard, on le sait tous, de l'accord de Paris. Dernier élément aussi, vraiment, sur les risques, les effets dominos, on en parlait tout à l'heure. Ce sont des choses, des enjeux qu'on voit de plus en plus, à la fois au niveau des systèmes naturels, mais aussi humains. Nos écosystèmes aussi qui sont de plus en plus, on va dire, affectés par des excès et pénuries d'eau et on commence à voir cette limite aussi planétaire qui est l'eau, au point de vue général, qui est capable de maintenir la vie sur Terre. Donc voilà, ce sont tous les enjeux très, très intéressants, mais je laisse mes collègues. Non, mais en tout cas, on note là, je pense qu'on prend tous des notes parce que c'est sûr, l'action concertée aussi est intéressante. Là, on pourrait en parler longtemps. Moussa ou Ignacio, si vous voulez rebondir aussi sur c'est quoi les enjeux, les défis qu'il faut prendre en compte là dans le futur?
Moi, je dirais juste, pas juste une seule thématique, mais peut-être les dimensions sociales, sciences humaines et sociales. On voit depuis les années 1990, comme sur les GIEC et après sur l'IPBES, l'inclusion des enjeux sociaux, c'était de plus en plus fort. Mais par contre, je pense pour les nouveaux rapports, ça sera bien d'intégrer des aspects comme les inégalités qu'on a évoquées, les dimensions de pouvoir, les valeurs. Oui, les dimensions sociales et humaines, je pense, c'est encore des choses à renforcer. Je pense que l'aspect inégalité est quelque chose qu'on voit beaucoup là. Tout à l'heure, on parlait de migration climatique, mais il y a plein d'autres choses. Puis là, il y a des personnes qui ont fait des commentaires justement sur les différences, l'acceptabilité de certaines décisions encore polluantes dans des pays du Sud qui sont notamment non plus acceptables dans les pays du Nord. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on prenne en compte, surtout sur les aspects climatiques. Et on le voit, vous avez parlé de la dengue, vous avez parlé d'impacts sanitaires qui reviennent ou qui repartent. Donc ça va être des éléments importants, évidemment. Moussa, est-ce que tu pouvais intervenir? Oui, en fait, je pense que je suis d'accord avec toutes les perspectives dégagées par les collègues. Et je pense qu'il y a, en fait, en tout cas au niveau africain ou même, ou bien, je dis sénégalais, continuer cette dynamique de coproduction, en fait, que les gens commencent. Donc, disons, ici, faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Qu'on puisse, parce que tout à l'heure on l'a dit, donc il y a la santé qui est là, donc il y a les médecins, il y a les climatologues de l'autre côté, donc même entre les scientifiques, c'est plusieurs communautés. Donc faudrait en fait voir que en fait la question est complexe et qu'il faudrait en fait travailler ensemble pour pouvoir apporter des réponses qui vont peut-être être beaucoup plus efficaces. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas. Puis là, j'ai vu que quelqu'un a mis en fait dans le chat, puis ça peut être intéressant pour vous justement, le processus annuel du prochain rapport est en cours en fait. Puis il y a un lien ou si jamais il y a des développements ou des éléments que vous voulez porter à l'attention de ceux qui vont réaliser ce rapport-là, mais aussi des décideurs politiques, ben, n'hésitez pas, vous pouvez aller regarder ça. Donc, on s'approche de la fin de notre webinaire et vous l'avez vu, moi j'ai plein d'autres questions, puis je pense qu'on pourrait continuer. Merci vraiment beaucoup pour tous ces commentaires. Ben, il nous reste 5 minutes. Vous êtes 4. On va dire que les 4 prochaines minutes chacun. Est-ce que vous pourriez juste nous dire 1 minute, votre dernière réflexion ou ce que vous pourriez, dans un contexte justement de conseils scientifiques pour aider à la prise de décision autour de ces perspectives qu'on vient de mettre en évidence, si vous pouviez juste vous adresser à notre public par rapport à ça. Alors, je vais commencer par Philippe en premier, dans l'ordre où vous êtes intervenu tout à l'heure. Vas-y. 1 minute, attention. Je vais être bref. Comme dit l'adage, ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais la collaboration devient de plus en plus importante. Et cette collaboration-là, on doit l'avoir dans une perspective à long terme. Oui, à la coproduction du savoir. Arrêtons de travailler tout seul. On va tirer les bénéfices de tout ce que les autres font aussi parce qu'il y a des solutions qui existent peut-être à l'extérieur de nos frontières ou qu'on peut appliquer éventuellement ou appliquer dans nos conditions à nous. Donc voilà, ces perspectives-là de collaboration, Future Earth ceci est là aussi pour faciliter là cette chose-là. En fait, l'âme humaine a besoin aussi qu'on la stimule. Et ça veut dire aussi que la science, mais aussi le partage de l'information et des connaissances, ça fait partie de cette nécessité de nourrir notre âme humaine. Voilà. Et tu vois, il y a quelqu'un qui fait dans le Pierre Panilla qui dit est-il possible de proposer aux décideurs de créer des filières de recherche multidisciplinaires pour rendre de manière concrète la communication? Exactement ce que tu dis. Puis actuellement, le Fonds de recherche du Québec, on travaille là-dessus. Justement, on a aussi des actions concertées. On a des programmes justement où on essaye d'avoir cette interdisciplinarité et intersectorielle. Moussa. En fait, oui, effectivement, il faudrait qu'on aille en fait, je resterai en fait sur la coproduction pour plus de durabilité en fait et plus d'efficacité. Et je pense qu'il faudrait qu'on avance ou bien qu'on continue sur cette dynamique-là avec par exemple le partage d'informations qui pourrait aussi aider certaines personnes à gagner du temps. Donc, à savoir que telle chose a été réalisée, ça donne telle méthode. Le partage aussi de méthodes ou d'outils de travail aussi peut aussi être quelque chose pour, en tout cas, toucher le maximum de communautés possible et être le plus efficace possible. Ignacio.
Moi, je veux dire l'espoir, parce qu'on est dans un monde on voit les crises intégrées, on voit les climate anxiety, et on avoue que l'espoir, c'est à la prise de décision, c'est aide à avoir une visualisation sur les problèmes qu'on veut solutionner. Donc, c'est important de s'engager dans l'action avec un esprit d'espoir. C'est un beau mot et c'est sûr que nous, on travaille beaucoup, par exemple, sur les préoccupations de la population, puis on le voit, tu sais, ils perçoivent des risques, ils perçoivent parfois des bénéfices, mais ce qui est le plus important, c'est le niveau de confiance qu'ils ont dans nos décideurs ou dans la gouvernance qui peut être mis en place, quel que soit le niveau. Donc, clairement, il faut que nos décideurs soient porteurs aussi de ce message d'espoir, tu sais, d'amener ça, mais les scientifiques doivent être mis de l'avant, puis on le voit souvent, là, tu sais, la crédibilité de l'information, la source d'information, et ça, c'est vraiment important. Cécile, le mot de la fin pour toi? Oui, alors j'en ai deux. Je Vas-y, pense que vas-y. je pense que la démocratisation des connaissances, donc tout ce qui est implication justement de sciences citoyennes, tout ce qui est intégration de l'ensemble de la société, parce que c'est un problème qui nous concerne tous, donc il faut vraiment Mhm. qu'on le résolve tous ensemble. Et puis je reviens à l'importance de mesurer pour mieux gérer. Donc cette information-là, la partager le plus possible pour que chacun comprenne vraiment les enjeux et puis qu'ensemble on puisse aller dans la bonne direction. Eh ben, c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, en fait, pour votre temps. C'était vraiment intéressant aujourd'hui de mettre en lumière à la fois, évidemment, les perspectives qui ont été mises en évidence dans ce rapport. Je pense que ce qu'on voit, c'est que avec vos témoignages, en fait, il y a des exemples concrets. On avait une représentativité de territoires, en fait, différents parties dans le monde. Ravi d'avoir pu le faire en français aussi. Moi, je suis ravie, évidemment. L'ACFAS était un partenaire avec nous, mais la science en français, très important. On le valorise. Et puis, évidemment, ce qui est important aussi, c'est qu'on met en évidence justement, OK, il y a de la connaissance scientifique, mais ce qu'il faut, c'est vraiment trouver des moyens de transférer cette connaissance-là, tu sais, en partage de connaissances. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, les activités. Alors, chacun a des affiliations très importantes. Les activités du RFIX, vous pouvez évidemment vous suivre, en fait, continuer à suivre nos activités. Et là, il y a aussi des groupes de discussion qui vont être mis en place dans le cadre justement des travaux qui sont faits par Future Earth Canada et Durabilité à l'ère du numérique, avec des groupes de discussion. Donc, n'hésitez pas évidemment à y participer et on sera ravis de vous y retrouver. Alors, merci à tous pour votre participation. On a une belle participation évidemment des différentes personnes. Dans le chat, vous avez le lien si vous voulez y aller. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup aux organisateurs, à tous ceux qui nous ont aidés là dans l'organisation. Merci aux panélistes. Et puis moi, en tout cas, merci à tous en fait pour votre présence aujourd'hui. À bientôt.